You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 22e épisode de la 4e saison de Cold Facts, un épisode où on va commencer par parler de la situation en Ukraine, un truc un peu géopolitico-sportif, puisque René Fasel a accordé une interview à la Liberté. On va revenir un peu sur les propos de l'ancien président de l'IAHF. Greg a aussi fait un article avec le Lausanne Hockey Club, puisque Gregory Finger, qui est de nationalité suisse, puisqu'il a le passeport depuis une vingtaine d'années, et aussi russe, savoir si ça peut impacter le Lausanne Hockey Club. Puis après, on déroule le fil de notre actualité des clubs avec Genève, avec une bataille pour la 6e place, victorieux Ambry qui va bien, qui est en train de faire une fin de saison assez incroyable sous la houlette de Yann Cadieux. Lausanne, on espère que Andy Millet, le nouvel américain, va pouvoir jouer contre Lugano jeudi parce que Lausanne a gagné 8-2 avec 8 points de Fuchs, mais ça suffira sans doute pas pour aller tout au bout de cette saison. Après, on a le retour de la capsule des paris sportifs en collaboration avec la loterie romande. Et puis après, on parle de Bienne, d'Ajoie qui a gagné au moins un match. La bétonneuse de Julien Vauclair a fonctionné contre Zurich. Puis on termine avec Fribourg qui a fait tout un match contre Zug et qui a renforcé sa position de leader. Salut Greg. Salut Jean-Fred, épisode de Cold Fuchs aujourd'hui. Très très bon. Hein, ouais, elle était préparée celle-là, hein, j'avoue. Ouais, bah pas pour moi, tu m'as même pas averti avant. Non, ça, mais c'est bien. C'est des petits cadeaux comme ça. On va commencer avant de parler de tout ce qui a trait à l'actu. Et elle est assez chaude en ce mercredi puisque il y a eu toujours les playoffs en ligne de mire, cette place pour cette 6e place qui est chaud bouillant. Et puis, avant ça, on voulait quand même revenir un petit peu, c'est sur de l'actualité alors internationale forcément, puisqu'elle concerne la guerre en Ukraine. Et il y a eu une interview dans la Liberté de René Fasel, c'est juste ? Oui, exactement. Ouais. C'est notre consoeur Patricia Morand qui a parlé un petit peu à René Fasel de ce sujet. Ouais. Je te dirais que j'ai hésité à l'appeler aussi en me disant, voilà, comme il est... Certains nous diront, ouais, mais pourquoi vous lui donner la parole ? Il est plus président de l'IAHF, puisque c'est Luc Tardif, c'est juste. Mais il est président d'honneur de l'IAHF, en gros. Donc, il a quand même toujours un lien. Et puis, c'est quelqu'un qu'on connaît bien en Suisse romande. Donc, ouais, puis sous prétexte qu'il est plus en activité... et ne plus lui parler, je pense que c'est une erreur aussi. Parce que dans ce cas, alors pourquoi on parle encore à d'anciens joueurs ? Parce qu'ils ne jouent plus. Exactement. Alors pourquoi vous donnez la parole à, je sais pas moi, Gilles Montandon ? Non, mais en fait, sa voix a toujours un intérêt. Si ce n'est, et c'est pas parce qu'on va pas être d'accord avec lui que sa voix n'a pas d'intérêt. René Fasel, malheureusement, quand il se passe quelque chose avec la Russie et la Biélorussie, quand on connaît un petit peu ses accointances historiques, ça devient presque un interlocuteur presque obligatoire. Et nous aussi, on a essayé de le contacter. Il a dit non, je me vois pas commenter. Quelques jours après, il commente à la Liberté. Je dis pas ça de manière négative parce que je pense que les liens entre René Fasel et la Liberté sont séculaires, tandis que ceux avec Blick Roman, par la force des choses, ils n'existent pas ou peu. Donc, mais voilà, dans cette interview, moi, je me suis quand même posé pas mal de questions. Je dois t'avouer, c'est pourquoi déjà, c'est la première question. Et quand tu commences à ne pas répondre aux questions sur Poutine, à mettre des oui mais, l'Ouest est responsable. Moi, on n'est pas un podcast politique, mais ouais, il y a un devoir de réserve, je pense, de temps en temps qu'on devrait être en mesure d'appliquer, de s'appliquer. Je pense que des fois, nous, on se l'applique aussi, alors sur des sujets hautement moins graves, mais des fois, on dit, on sait pas. On n'a pas vraiment d'avis à avoir là-dessus, ou on n'est pas suffisamment informé pour avoir un avis, etc. Là, je pense que le devoir de réserve, il existe aussi quand t'es René Fasel et tu dis... Et qu'est-ce qu'il avait dit finalement ? Mais quand il nous l'a dit à Blick, non, mais je me vois pas commenter une situation comme ça. Je me suis dit, là, il fait tout juste en fait. Et derrière, il fait pas tout juste. C'est dommage parce que quand on discute avec lui, j'ai eu plusieurs fois au téléphone, je l'ai rencontré plusieurs fois, je m'entends relativement bien avec lui évidemment. C'est toujours un peu difficile parce que des fois il me dit des trucs puis je me dis oui mais alors René on va pas écrire ça
parce que sinon c'est un shitstorm nouveau qui va venir. Alors il nous avait expliqué aussi quand on était sur le plateau des Pécalistes que de temps en temps il aimait bien faire exprès d'envoyer, de mettre un peu les pieds dans le plat et que son conseiller en communication était là. Non René, non pas ça, parce que je vais de nouveau devoir... Oh là 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 là. Et il aime bien répondre à l'agence TASS, donc l'agence nationale russe. Il y a eu cette histoire aux Jeux Olympiques en finale où il s'est mis tous les Finlandais à dos parce qu'il a crié un peu « Come on Russia » parce que il aime bien la Russie. Puis c'est vrai qu'en tant que président, on va dire que si c'était la Suisse, en tant que Suisse, je pense que les gens auraient un petit peu plus compris. Mais en se disant, mais alors pourquoi plus la Russie qu'un autre? Là, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, sur ce problème-là, j'avais parlé de Loukachenko en lui disant, ouais, mais quand tu vas, puis que tu te fais filmer, ouais, mais tu vois, il mesure 2 mètres, puis moi, je suis tout petit, puis il me roulait une pelle, et je pouvais pas m'en débarrasser. Bien sûr, mais à ce moment-là, faut peut-être pas aller, ou peut-être pas demander une équipe, faut pas qu'il y ait une équipe qui filme ça à la rigueur. Enfin, c'est de la com, effectivement. Bien sûr. Peut-être que tu masques des choses, puis qu'au final, on dira oui, mais ça sortira 3 ans après, mais en fait, oui, il était allé et tout. Mais faut essayer de se préserver finalement, c'est compliqué. Hein. Puis le problème qu'on a aussi un petit peu en Suisse, c'est que René Fasel, c'est une figure du hockey suisse. Il a fait énormément de choses pour le hockey en Suisse. Et on a un peu pour le hockey en général aussi. Pour le hockey en général, évidemment. Et on a un peu ce lien assez proche avec lui, parce que quand tu as le président de l'IHF qui vient de ton pays, qui parle ta langue, dont tu as le numéro de téléphone que tu peux appeler et il te répond, avec monsieur Tardif, j'ai pas son numéro, je peux pas l'appeler, et si je l'appelle, il me dira bonjour monsieur, qui êtes-vous, et puis merci de passer par mon service de com. Là, René Fasel, il répond, puis tu as une interview de lui en 5 minutes si tu la veux, et du coup on a un peu ce rapport à se dire il a peut-être un peu dérapé une fois ou 2 ou 3, puis on a toujours un peu grincé des dents en se disant non mais René, qu'est-ce que t'as fait? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs? Je n'ai pas gardé les cochons avec, mais là ça commence à faire un peu beaucoup, et puis là je suis un peu perplexe, je dois avouer. Parce qu'il y a eu en 2021, donc l'année passée, quand le championnat du monde devait avoir lieu à Riga et à Minsk, puis qu'il y avait ces tensions en Biélorussie avec dans la rue, ça bouillonnait, il y avait des immenses problèmes, des gens qui étaient arrêtés. Là aussi, la communauté internationale, les sponsors avaient un peu fait pression, et lui, là, il était encore en fonction. Je l'avais appelé, il me dit ouais, mais faut arrêter. Justement, le sport, alors ça, c'est un truc qu'on peut pas lui enlever. Il a toujours mis en avant la maxime de Coubertin de dire le sport doit être plus fort que justement la guerre. Ça doit être un truc pour éviter que les peuples s'entretuent et qu'on a ça. Et il y a maintenant la grande question qui se pose des athlètes russes et biélorusses. Le tennis a décidé, la ATP, la WTA a décidé d'enlever la Russie de la Coupe Davis et de la Billie Jean Cup. Très bien, mais par contre, Daniil Medvedev, le numéro 1 mondial, Sabalenka, la numéro 3 mondiale, Rublev, qui est numéro 6, Pavlyuchenkova, qui est 14e mondial, ils ont le droit quand même de faire leur tour dans du Grand Chelem et les tournois, il n'y a aucun problème. Sous bannière, on verra. Alors ça, peut-être certains diront, ouais, mais c'est des petits zizi, il faut les enlever. Parce que la question se pose vraiment, est-ce que les athlètes ont quelque chose à voir dans cette guerre? Évidemment que non. Maintenant, quand Alex Ovechkin a sa profile pic, sa photo de profil sur Instagram, c'est lui à côté de Poutine, puis qui dit « Alors, je condamne la guerre, c'est très bien, tant mieux, heureusement. » Enfin, j'imagine le gars qui dit « Oh non, allez, faut foutre sur la gueule, je trouve que c'est bien qu'il y ait des civils qui se fassent tuer. » Évidemment que non, il va pas le faire. Par contre, c'est quand même compliqué derrière de justifier. En plus, Alexander Ovechkin, il est au Washington Capitals. Le symbole peut pas être plus fort que de jouer dans la capitale des États-Unis pour un type qui vient de Russie. Est-ce qu'il faut que la NHL doit suspendre les joueurs russes? J'en sais rien, honnêtement. Moi, alors déjà, une première question. Tu parlais de la Russie qui était exclue de la Coupe Davis. Est-ce que tu sais contre qui joue la Suisse en Coupe Davis ce week-end? Alors, en plus... Je crois que la Suisse a été exclue également de la Coupe Davis il y a quelques années. On joue contre le Liban. Ah oui, il n'y a pas de spectateurs, en plus c'est assez... À Bienne. Non, ceci mis à part, j'ai vu ça passer sur Twitter, j'étais là, quoi, il y a un match de Coupe Davis? Quoi, le Liban? C'est à Bienne, en plus, devant 150 invités, 0 spectateurs. Pendant ce temps, il y aura un match de Bienne, il y a Bienne-Lausanne vendredi, d'ailleurs tu y es. Oui. Il pourrait y avoir
7000 personnes, patinoire pleine, Mais pas si de problème. tu sais qu'il y aura personne au match, autant dire que tu le fais à huis clos. Comme ça, tu pourrais dire non, il y avait personne, mais c'était huis clos. Les gars, les Mais matchs c'est drôle, c'est parce qu'en fait, ce que le Conseil fédéral a décidé par rapport à l'ITF qui gère le truc, c'est pas du tout en accord. En fait, Ouais. l'ITF. Donc, en fait, les journalistes doivent se faire tester. Non, mais voilà. Bref, là, on allait beaucoup trop loin, c'est ma faute, je suis vraiment désolé. Non, moi, je comprends quand il y a des sanctions qui touchent des fédérations. Et justement, c'est là où les sanctions qui touchent la Russie concernant la participation de la nation à une compétition internationale, comme c'était le cas lors des derniers Jeux Olympiques, comme c'était le cas à Pyeongchang. Tout ça, pour ceux qui n'ont pas vu ce documentaire absolument fantastique qui s'appelle Icarus sur Netflix, qui raconte le dopage d'État qui a eu lieu durant les Jeux Olympiques de Sochi, avec Rodchenkov, qui est la personne qui a chapeauté tout ça. Bref, foncez si vous ne l'avez toujours pas vu. Et que ce dopage d'État débouche sur des sanctions qui touchent l'État, mais pas l'individu, moi je suis totalement favorable. Mais moi, si après-demain on commence à recevoir un mail de la Ligue qui nous dit alors Yakovenko de Bienne, bah, malheureusement mon gars, si tu étais né ailleurs qu'en Russie, d'ailleurs il est né en Russie ou au Kazakhstan, mais il a les deux nationalités. Mais alors mon gars, désolé, mais en fait t'as juste pas le bon passeport, donc tu dégages. Là on a un problème, et moi j'y serais totalement opposé. Et par contre, sanctionner les fédérations, interdiction de participer au championnat du monde, j'entre en matière, mais pas quand ça touche à l'individu. Parce que c'est un moyen de propagande. Il ne faut pas oublier que le sport est quand même... Bien sûr qu'on se dit les sportifs n'y peuvent évidemment rien, mais par contre de dire que le sport n'y est pour rien, c'est plus complexe que ça. D'ailleurs la Russie, elle est contre les sanctions, elle veut essayer d'aller au TAS, je crois, pour demander, parce que on ne sait pas si c'est forcément légal. On rappelle aussi qu'il y a la trêve olympique, et la trêve olympique, les Jeux Olympiques des valides sont terminés, bien évidemment, mais il y a les Paralympiques. Et je crois que la trêve olympique, elle dure aussi pendant les Paralympiques. Absolument. Et du coup, en faisant ça, en agressant l'Ukraine, Vladimir Poutine rompt la trêve olympique. Ma foi, c'est un fait. Et du coup, le sport se dit, bah attends, alors non, tu viens faire ça comme ça maintenant? Ah bah non. Parce que oui, il y a eu des conflits armés pendant des années où on a continué à jouer, à pas suspendre les pays. Là, il se trouve que bah voilà, c'est la réponse aussi des fédérations. Et puis tu parlais de l'importance du sport dans la propagande. Tu crois pourquoi qu'il y a eu la Coupe du Monde en Russie en 2018? Pourquoi il y a eu les Jeux Olympiques à Sochi en 2014? Pourquoi depuis quelques années, il y a un Grand Prix de Formule 1 à Sochi? C'est hyper important, effectivement, de montrer la puissance d'un pays par ce genre de manifestation-là. Et c'était à ce point important que la Russie organise une Coupe du Monde à succès en 2018, ce qui a été le cas, hein. Toutes les personnes qui en sont revenues n'ont rien eu à redire. Et je ne critique pas les personnes qui sont allées sur place et qui ont dit non, c'était super la Russie, parce que je pense que c'était super. Quand on est allé au mondial en Russie, c'était super, on n'a pas eu à se plaindre, à part moi une fois avec un serveur, j'ai failli me battre, mais j'aurais perdu. Mais à part ça, c'était super. Et quand on est allé en Biélorussie, voilà. C'était super également, on a passé un bon moment. Mais rappelle-toi les gens qu'on a rencontrés sur l'esplanade proche de notre hôtel. Ah, moi c'est super quand vous êtes là parce que tout a changé. Exactement. Tout est plus simple, on peut boire dehors, on peut boire des verres dehors, on peut fumer dehors, on peut un peu vivre normalement, rester un moment les gars, pas de problème. Ceux avec qui on parlait vivaient une autre vie quand on était présent. C'est à l'échelle microscopique, c'est le championnat du monde de hockey à Minsk, mais quand même c'est révélateur de l'importance de l'image que tu renvoies à l'étranger, aux étrangers et à l'étranger lorsque tu accueilles des gens pour une manifestation sportive sur tes terres. J'ai jamais été plus en sécurité, je pense. Je me suis jamais senti plus en sécurité quand on était à Minsk. J'ai l'impression que si quelqu'un nous regardait, on pouvait faire à un flic ou à un militaire, il m'a regardé, qu'il l'embarquait dans un panier à salade métallique, genre une caisse en métal avec 4 roues et puis un volant, puis que c'était fini. D'ailleurs, il y avait eu ça, un gars un peu bourré dans la fan zone. Ils n'avaient pas plaisanté, hein. C'était jeté dedans, le crâne à moitié ouvert dans la... Ah, j'étais pas présent malheureusement, alors j'ai pas eu la chance de voir ça. Et heureusement, mais pour dire, voilà, et tu parlais de double nationalité pour Yakovenko, ça m'a fait penser à Gregory Finger, parce que t'as juste fait un petit article sur Gregory Finger qui a 3 nationalités, donc russe, américaine et suisse, passeport suisse depuis 20 ans. Ce qui normalement lui permet de dire, mais vous êtes gentil, mais qu'est-ce que vous me foutez là-dedans là? Il est bien gentil, Greg. Pourquoi il fait un papier?
Bon, pose la question légitime. Moi, quand j'ai des amis fans d'un club qui me posent des questions sur leur propre club, je me dis tiens, ça intéresse déjà. Donc je me suis dit tiens, je vais poser la question. C'est pas anodin d'avoir un propriétaire russe en Suisse. Déjà, c'est d'origine russe, à nationalité suisse, à nationalité américaine, c'est un fait. Gennady Tivchenko, l'ancien soutien de Genève Servette aussi. Hein. Exactement. Lui, il est finlandais et russe. Abramovich, qui a quitté Chelsea, ou qui s'est mis de côté du côté de Chelsea, il a 3 nationalités. Il est portugais, israélien et russe. Donc, les nationalités... Par contre, moi, ce qui a plus de pouvoir... Alors, ce que m'a répondu Patrick Depreux dans un article que j'ai écrit sur Blick, c'est... non, mais il est en Suisse depuis 20 ans. La Suisse traite ses ressortissants, ses citoyens, peu importe leurs origines, comme des Suisses. Et je l'entends complètement, et je pense que la réponse est totalement juste. Mais je trouve que la question n'était pas illégitime, disons. Puis, il y a quand même des zones d'ombre autour de Gregory Finger qu'on a relevé à son arrivée. Il est né en Russie, il a fait de l'argent en Russie, il est passé par le conseil d'administration d'Aeroflot, il a quand même eu une vie en Russie. Maintenant, c'est pas parce que tu as vécu en Russie que c'est exactement comme Yakovenko finalement. Oui. C'est pas parce que tu es né en Russie que tu es coupable de quoi que ce soit. Par contre, qu'on se pose la question, je pense qu'elle est légitime, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'effectivement, il est en Suisse depuis terriblement longtemps. On nous dit une vingtaine d'années, je ne suis pas allé contrôler dans son passeport, mais il est en Suisse depuis suffisamment longtemps pour qu'au bout d'un moment, il y a un droit pas à l'oubli, mais un droit à la légitimité de se dire les gars, je ne suis pas suisse depuis 3 semaines. Quoi. Sa fille est politiquement engagée dans une commune, dans le sens, il y a des attaches en Suisse et des racines en Suisse. Par contre, moi, ma question était toute simple. C'était, est-ce que les sanctions contre les sanctions internationales pouvaient avoir des répercussions sur la fortune d'un citoyen au passeport russe sur le territoire suisse. Ouais. Et la réponse, donc, visiblement, est non. Parfait. Puis moi, je voulais ajouter que s'il y a, par exemple, dans un pays, on va dire, on peut prendre la Russie, on peut prendre le Canada, on peut prendre n'importe quel pays dans le monde, il y a des malversations faites par une banque suisse et des banquiers suisses qui se sont liés, et on apprend tout d'un coup qu'il y a un banquier suisse c'est quelqu'un qui est responsable d'un truc sportif. Il est banquier suisse. Est-ce que tu penses que l'international, admettons dans le pays en question, il ne se pose pas simplement aussi la question en disant, est-ce que vous êtes aussi vous, peut-être, est-ce qu'il est lié? Parce qu'on a vu qu'il y avait eu ça qui s'était passé et que c'est un peu... Alors peut-être que le lien, la ficelle est trop grosse, mais j'ai l'impression que, et ça va de pair avec ce que tu dis et tes amis qui sont fans du LHC, qui se posent la question. C'est pas de le suspendre, de dire finalement il mente et puis c'est n'importe quoi. C'est juste de dire il n'y aura pas de souci, on a le droit de se poser la question. Et je me disais que ce serait l'inverse serait vrai aussi finalement. Absolument, mais du coup, que les fans du LHC soient rassurés. Gregory Finger ne devrait pas avoir de problème avec ses histoires en Russie. Ça, c'était plutôt pour l'anecdote à la fin, mais je pense que le sujet, on l'a un peu développé presque un peu plus que ce qu'on imaginait. Ouais. De cette situation internationale. Forcément, je préfère quand on parle de hockey sur glace, mais là, si on n'en parle pas du tout, à mon avis, on est un tout petit peu à côté. On reparle de hockey, ça on aime bien. Voilà. Puis on reparle de cette 6e place où ça se bagarre à mort. Alors Davos n'a pas joué, c'est toujours Davos qui possède cette 6e place. Genève est 7e, Lausanne est 8e, Lugano 9e. Finalement, ces 9 équipes, elles sont en vert au télétexte de la Ligue. Ce qui veut dire qu'elles, en tout cas, elles savent qu'elles auront au moins les pré-playoffs. Voilà. Ils ont au moins 2 matchs de post-season, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Et par contre, je crois que Fribourg, lui, est sûr même d'être en play-off. Ça, par exactement, contre, ouais. Voilà. Et probablement top 2. Ouais. Donc Fribourg jouera très probablement l'un des vainqueurs des pré-playoffs. Exactement. Ce qui risque d'être... c'est-à-dire que pour la Ligue, pour le coup, c'est génial. Parce que ce qui va se passer, c'est que... Alors, le 10e, si c'est Berne... En plus, ça veut dire qu'à choix entre Berne, Genève, Lausanne, Lugano ou Davos, de toute façon, c'est 5 clubs qui sont intéressants, sans être dépréciatif envers Ambry, Langnau et Ajoie. Ça arrange presque. On pourrait mettre Rapperswil à la place d'Ambry, on va dire, pour le truc. Puis on aurait les 10 clubs que tout le monde aimerait peut-être voir en termes de supporters, en termes d'histoire, aimerait voir en haut. C'est quasi un 10 sur 10.
Et effectivement, dans les pré-playoffs, ceux qui vont pouvoir se classer, qui vont sortir de ces pré-playoffs, ce sera de toute façon un joli match-up en quart de finale. Et on va commencer par Genève, parce que Genève est le plus proche de Davos. Genève s'est imposé 5-1 à Ambry mardi soir. C'était pas facile. Ils ont, honnêtement, ils ont un peu pédalé dans la choucroute au début. Ils se sont ramassés un goal. C'était pas flamboyant. Et puis, un supporter genevois m'écrit après 12-13 minutes, juste avant le powerplay genevois. Il me dit, ouais, vraiment, c'est un peu la caque ce match et tout. Puis j'ai dit, ouais, c'est bon, ils vont marquer sur le powerplay qui vient, tu verras. Puis, alors, vraiment, Nostradamus de comptoir, effectivement, ils ont marqué. Et ça s'est bien déroulé après. C'est pas qu'ils étaient meilleurs, mais en fait, Genève a su profiter de ces occasions. Je revois encore le goal de Tanner Richard, où il part en fait en breakaway, ping, il trouve la lucarne. Et ça, c'est le 3-1. Et là, Ambry était défait. Et tu vois qu'Ambry est une équipe qui marche beaucoup au moral. Et que du coup, ce coup-là sur le moral, en ce moment, c'est quand même compliqué. Ils étaient à la lutte pour cette 10e place. Et tu sens qu'ils dévissent quand même vachement, je trouve. Ouais, bah alors là, alors pour revenir sur Genève, là, depuis, ça faisait un moment qu'on n'avait plus de Marc-Antoine Pouliot dans l'alignement. Et là, on commence à avoir un alignement qui fait peur. Ouais. Qui devrait faire peur aux adversaires. Il manque encore un Marco Miranda qu'on pourrait rajouter quelque part, là au milieu. Mais dorénavant, avec le retour de Pouliot, ça veut dire que Jervis, tu peux le redécaler à l'aile. Jervis, Filppula, Winnick en première ligne, ça va, c'est bien. T'as la colonne vertébrale, c'est Filppula, Richard, Pouliot, les 3 premières lignes. Berton, qui est chiant comme pas permis sur une 4e ligne, il n'y a rien à dire. Et après, justement, Rod Richard Vermin, on n'en parle pas, c'est une ligne qui fonctionne. Moy, Pouliot, Smirnovs sur une des ailes, c'est peut-être là justement où tu pourrais ramener un peu de Miranda qui ramène un peu de taille et d'impact physique à la place d'un Smirnovs. Et encore, pas sûr. Hein. Et encore, peut-être. Ouais, mais après, Moy, c'est compliqué de le mettre en 4e bloc. Du coup, il ne te sert pas à grand-chose. Donc, c'est... Je pense qu'effectivement, Smirnov, c'est plus lui qui est, par essence, finalement... Si tu estimes que Miranda mérite une place dans les 3 premières lignes, ce qui est notre cas, enfin mon cas, et je crois que toi aussi... Mais cet alignement de Genève, là, il est complet. Derrière, c'est très solide. Avec Vatanen sur une des lignes, Temernes sur une autre. Carrère, Maurer, Lecoultre. Jacques même. Bref, on va vous faire le contingent de Genève. Je viens de le faire d'ailleurs. Mais bref, cette équipe-là, elle a l'air d'être parée pour la suite de la saison. Et ça c'est déjà depuis un moment. Mais j'ai l'impression qu'il y avait toujours une ou l'autre pièce qui n'était pas là. Après, il y a eu la longue période où Desclous n'était pas devant le filet. Et maintenant, Desclous est là, est en santé, a l'air bien. Ils gèrent intelligemment Desclous en le faisant plus trop jouer de back-to-back, sachant qu'en play-off, il n'y aura pas de back-to-back, donc c'est bon. Et là, Genève est à 1,587 de points par match. Il y a Franck Rohrwasser, qui est journaliste notamment à la RTS, et qui commande des fois les matchs aussi sur Radio Lac, qui a fait une petite analyse en disant que, selon lui, et avant le match contre Ambry, Genève doit, en 7 matchs, marquer 6 points de plus que Davos en 6 matchs pour être en play-off directement. 6 points de plus que Davos avec un match de plus. Le match de plus, il a eu lieu hier, donc c'est bon. Ça veut dire que sur les 6 derniers matchs de Genève, ils doivent marquer 3 points de plus que Davos. Voilà, il a commencé par si mes calculs sont bons, je ne suis pas allé contrôler ses calculs, je lui fais une confiance aveugle. Et il dit pour Lausanne, mais on y viendra après, c'est 10 points de plus en 8 matchs. L'un des matchs a eu lieu hier, c'est 7 points de plus en 7 matchs. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, oui, c'est logique. D'ailleurs, il y a Lausanne à 2 matchs qu'ils auraient pu... Il y a Langnau qui a gueulé, parce que Langnau a 2 matchs aussi, et 2 matchs, je crois, à la maison. Puis ça leur enlève 2 recettes, et quand ils ont déjà eu des soucis financiers et tout, et ils aimeraient bien avoir une discussion avec la Ligue quand tout ça sera fini, parce qu'on rappelle qu'il reste 4 matchs, en fait. Il y aura 4 matchs qui n'ont pas pu se disputer. Pourquoi ? On se dit, parce qu'il n'y a pas de date. Non, parce que les équipes télé sont pas là. Et là, je me dis, vraiment... Et c'est bien que les clubs réagissent aussi, de dire, ouais, mais merde, quoi, finalement... La seule question que on m'a posée et que je me pose aussi, c'est est-ce qu'en termes de VAR, d'assistance vidéo, si tu n'as pas toutes les équipes télé, est-ce que tu as quand même la même assistance vidéo ou est-ce qu'il y a un problème ? C'est la seule question qui pourrait légitimer ça. Si le seul point, c'est de dire...
Ah non, mais c'est pas sur MySports, les gars. Donc si c'est pas sur MySports, ça a pas lieu. T'es là, ouais, mais attends, c'est quoi la différence entre un match qui a pas lieu puis un match qui est diffusé mais qui est pas sur MySports pour MySports, Ouais. pour le diffuseur et Ouais. en termes de droit de télé, moi je vois pas la différence. Mais là, on s'égare, on aura presque eu tous nos matchs. Presque. Donc c'est déjà pas si mal. Mais, Oui, mais ça, alors de nouveau, ça enlève en fait des chances à certains clubs, bien sûr. finalement. Donc, et puis, suivant quel match-up, bah, on a vu Lausanne-Langnau. Si c'est Langnau-Lausanne, bah, c'est peut-être un peu plus simple que si c'est Zug-Lausanne, etc., etc. Donc, Surtout qu'on est dans ce calendrier complètement absurde où Davos a joué 5 fois à Joie. Et je dis pas que c'est 5 fois 3-15, hein. Il suffit de demander aux Genevois encore une fois. Mais moi, j'aime mieux jouer 5 fois à Joie que jouer 5 fois à Lausanne si je suis Genève. tout à fait. Et vice-versa. Et ces deux équipes, bah, elles se sont affrontées 5 fois, elles se sont bouffées des points 5 fois, alors que Davos a joué 5 fois à Joie. Alors oui, ils ont joué aussi Zurich 5 fois, etc. Mais là, il y a une équipe qui est tellement faible cette saison, contre qui tu dois ou t'as pas trop le droit de lâcher des même points. Deux équipes qui sont assez faibles parce que Langnau, c'est pas très très glorieux non plus. Hein. Oui, mais Langnau, c'est un habituel dernier, disons. Ouais, Ils sont derniers un peu largués. Tandis qu'Ajoie, 0,46 points par match, donc 21 points en 45 matchs. Ouais, c'est quand même 15 points que tu donnes à Davos. Tu me fais penser, pour revenir à Genève, ça, quand tu dis 25 points, enfin 21 points en 45 matchs, ça me fait penser que j'ai vu aussi quelqu'un a mis avec Patémon, Genève, c'est 23 points en 23 matchs. Et avec Yann Cadieux, c'est 50 points en 23 matchs. On a exactement le même nombre de matchs pour les deux coachs, finalement. Ça ne veut pas dire que Yann Cadieux est 2 fois meilleur que Patémon. Mais je trouve quand même qu'à match égaux, on va dire, Ouais. c'est assez impressionnant de voir la remontée de Genève. 50 divisé par 3, ça fait 2,17 points par match, ce qui est mieux que Fribourg qui est à 2,13 points par match. Alors Fribourg l'a fait sur toute la saison, Oui. effectivement, pas que sur une demi-saison. Mais juste pour se dire, Genève a un rythme de leader depuis l'arrivée de Yann Cadieux à la bande. Et ils sont toujours pas 6e. C'est pour dire d'où ils partaient aussi. Ouais. Et que quand on fait nos fameux trucs l'importance du début de championnat, elle se vérifie chaque fois. Souvenez-vous quand Genève, on va en parler pour les 10 prochaines années. Quoi. Il y a eu Merci. une fois un truc, c'était Fribourg. Et peut-être que si Genève passe, on se dira, souvenez-vous. Oui, mais c'est de nouveau, c'est 2 exceptions incroyables. Mais attention, là tu parles de Fribourg qui s'était mis dans le top 8 après avoir été hors du top 8 à Noël. Là c'est quand même encore différent, remonter dans le top 6 alors que tu es à la cave à Noël, enfin pas à Noël, ils ont réagi avant, Oui. plutôt en octobre, quand tu es à la cave en octobre-novembre et puis que tu dois remonter, dans le top 6 c'est vraiment difficile. Ouais, parce que le top 8, ils l'auraient eu, en fait, c'est ça. Là ils y sont largement, ouais, ils y sont clairement. Alors largement non, parce que Lugano est pas si loin, mais là Genève, c'est clairement le top 6 qu'ils doivent viser. Et honnêtement, moi si je suis Zug et que je vois Genève 7 et que je vois Genève va se faire Berne en pré-playoff s'il y a un statu quo, ouais, si je joue Genève en tant que Zouk, je sais pas s'il y a encore un match entre les deux, tu leur laisses les 3 points. Montez encore un petit peu, nous on préfère prendre Davos à choix. Parce que ça veut dire qu'on aurait le remake de la finale en quart de finale, si ça se déroulait comme ça, bien évidemment. Que là, on conjecture beaucoup, mais... Oh, samedi, il y a quoi comme match? Genève-Zug. Rigolo. On parlera après pour les paris, tu veux. Et du coup, on parlait des matchs replacés. Justement, vendredi, Ajoie, Genève-Servette. Ouais. Et alors, c'est pas celui-là, c'est celui du 9 mars. Mais Genève-Servette joue 2 fois à Ajoie. Ce vendredi et mercredi prochain. Alors, on va pas leur mettre 6 points en banque. Mais vu que tu dois faire 3 points de plus que Davos, ils ont intérêt d'en gagner un ou deux, Davos. Parce que Genève va pas les perdre les deux contre Ajoie. Hein. Ouais, mais du coup, c'est assez intéressant. Enfin, si on avait voulu faire un scénario hyper à suspense, on n'aurait pas pu faire mieux. Parce que là, en plus, comme c'est au point par match, c'est tellement serré qu'on en saura... En fait, il y a encore de la poussière, et la poussière, elle retombera, qu'est-ce qu'on va dire, le 14 mars, quand tout sera fini, si ça se trouve. 14 match à Langnau. Donc 2 fois à Joie, 1 fois Langnau dans les 6 derniers matchs de Genève-Servette. Les 3 autres matchs, par contre, c'est du lourd. Tu joues Lugano, Ouais. concurrent direct. Tu accueilles Lausanne, concurrent direct. Et Zug. Zug qui va peut-être laisser passer le match parce qu'il serait... Non, ça, je pense pas. Honnêtement, je pense que personne s'amuse à ce genre de calcul. Quoique. Mais après... Encore une fois, on en revient toujours à est-ce que c'est vraiment facile pour un sportif professionnel de perdre un match? Oui. Je suis pas sûr. Puis attends, parce que... là- C'est facile de le perdre, mais c'est pas facile de le perdre volontairement. Ouais. Pour que Zouk puisse éviter, il faut que Genève passe 6. C'est vraiment ça Oui. le truc. Parce qu'après,
en pré-playoff, ils peuvent peut-être se faire sortir, donc ça devient vraiment... Alors là, on part dans des théories. Donc, mais ça prouve que cette 6e place, elle est hyper intéressante cette année, et que je trouve qu'elle serait hyper intéressante si on avait tous les matchs aussi. Donc, ma foi, c'est au point par match, mais avec les 52 matchs et tout, ce serait quand même hyper intéressant aussi. Je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, au moins, franchement, il faut quand même féliciter, même si des fois on est critique, et moi le premier avec certaines décisions de la Ligue, etc. Au bout du compte, on l'a quand même sauvé cette saison, alors qu'à un moment, moi je reste persuadé que si on avait fait une petite pause à un moment, ça aurait été plus simple, on aurait eu moins de matchs annulés à la DER, mais bref. Revenons à Genève Servette. T'as des choses à rajouter? 2 questions. Marc Egui qui nous dit pourquoi Genève gagne ses matchs importants malgré les absences et les blessures. Et quel est notre favori pour la 6e place? Il y a une question pour Lausanne que j'essaierai de caser après. Quand on parlera de Lausanne, pourquoi Genève? C'est vrai que de temps en temps, il y a eu des soucis, notamment des gardiens, tu l'as mentionné. Et Genève a réussi admirablement à se sortir de cette situation, aussi parce que j'ai l'impression que pendant cette situation-là, Tom Ernest était hallucinant. Et que depuis que Desclous est revenu, alors il est revenu des JO, c'est aussi pas simple, hein, ça fait beaucoup de trucs. Il est là, il est présent. Il est peut-être un petit peu moins présent au niveau des compteurs, on va dire que... Ouais, demande à Davos quand même, quand il fait un match incroyable au lendemain à la descente d'avion. Oui. Mais depuis, il y en a encore eu, et je trouve que c'est juste... c'est peut-être un poil moins impressionnant, mais ça reste le Tom Ernest dépendant, c'est clair. Mais par contre, Genève est arrivé, malgré des absences, à faire en sorte, il a quand même réussi à créer un véritable esprit dans cette équipe. Moi, ce qui m'impressionne du côté de Genève, c'est sa défense. On parle souvent justement de l'apport offensif d'Henrik de Mernes, des premières lignes de Phil Poula, Winnie qui marque des buts. Mais derrière, c'est vraiment, vraiment solide. À Ambry, c'est 1 but encaissé. Contre Berne, c'est 1 but. Alors, ça s'est pas très bien passé à Fribourg la semaine passée, mais à Davos, 1 but. Genève, c'est aussi pour cette raison qu'un gardien de Swiss League peut monter à Genève et paraître complètement au niveau. Déjà parce que le niveau entre un gardien de National League et de Swiss League est peut-être pas dramatiquement différent, mais aussi parce que le système défensif genevois est excellent. Et donc, un Dominique Niffler qui débarque à Genève, je ne dis pas qu'il arrive dans un fauteuil, mais pas loin. Il arrive dans une équipe qui défend bien, qui facilite la vie de son gardien. Et donc, forcément, le gardien paraît toujours un petit peu mieux quand il est bien aidé par sa défense. On voit aussi Tim Wolf, par exemple, avec Ajoie, quand le système défensif fonctionne assez bien, et tu peux aussi avoir un Tim Wolf qui prend qu'un goal. Et donc, finalement, c'est un poste ultra important, sans doute un des plus importants de l'équipe, mais c'est bien de l'avoir relevé. Et ces derniers temps, le Genève où ça a un peu merdé défensivement, c'est ce match contre Fribourg. Il y a eu un blackout de 3 minutes où ils prennent 4 buts en 2,43, je crois, ils prennent 4 buts. Mais à part ça, ils font aussi un match qui est bon, je veux dire. C'était un joli match. C'était d'ailleurs un très bon match. C'était mercredi passé. Ouais. Donc on va pas en reparler, parce que ça date. Non, mais, c'était vendredi passé. On s'en sort plus. Oui, mercredi passé, c'était Lausanne, exactement. Bref, on en reparle plus tard. Encore une question. Genève, est-ce que c'est Tom Maillot? Non, on n'a pas répondu. Qui est notre favori pour le top 6? C'était la question de Marc tout à l'heure. Honnêtement, vu ce que tu as dit sur les trucs, je pense que Genève... alors, ça va pas faire plaisir à certains supporters genevois qui veulent qu'on ne parle absolument pas de ça pour pas... les Américains disent jinx pour pas foutre le mauvais œil sur Genève, mais moi, je pense que c'est quand même Genève qui est dans ce cas le vent en poupe, et de dire 2,19 points là, ou 2,17 points par match depuis que Cadieux a repris l'équipe, pour moi, ça suffit à légitimer ça. Genève doit marquer 3 points de plus que Davos. Davos accueille une fois Ajoie. Davos va aussi une fois à Langnau pour ses derniers matchs. Sinon, le reste du calendrier, c'est 2 fois Bienne, Zug et Fribourg. C'est pas un calendrier facile pour Davos. De toute façon, à 6 matchs, ce serait compliqué d'avoir un calendrier facile. Enfin, je veux dire, tu vas forcément tomber contre 2-3 adversaires qui valent la peine. Donc, si je dois mettre mon argent aujourd'hui, je pense que je le mets aussi sur Genève qui s'en sort par les poils. Ce qui n'aurait pas été le cas durant la pause olympique. Je pense que j'aurais quand même mis Davos suffisamment large, mais je suis pas sûr maintenant.
Est-ce que Genève peut nous faire, c'est Tom Mayo, une remontada de la décennie? Ben là aussi, on a un peu répondu quand tu as dit que c'était pas le top 8 qui pourrait accrocher, mais le top 6 qui est encore plus difficile. Est-ce qu'ils vont le réussir? S'ils le réussissent, c'est la remontada de même plus que la décennie, je pense. C'est du jamais vu, finalement. Pour remonter, pour arriver à accrocher un top 6. Ouais. Non, c'est très très impressionnant. Bah, les chiffres ne montent pas. 2,17 points par match sur une demi-saison, c'est vraiment impressionnant. Ah, quand on dit qu'il faut en général 1,5 pour être dans les 8. On est en plein dedans. On est en plein dedans parce que Lausanne est 8e avec 68 points en 44 matchs. Ça ferait du 66 pour être à... Et le 9e est à 1,500. Ouais. C'est 1,5 pile. C'est Lugano est 9. Et Lausanne est à 1,54. Donc c'est là que ça se joue là-bas. On passe à Lausanne. Donc il leur faut 7 points sur les 7 derniers matchs, normalement, si le compte est bon. De plus que Davos. De plus que Davos. Et puis, il y a aussi de plus que Davos et Genève. Enfin, ça... Ouais, non, pour Lausanne, c'est le top 6. Disons, Genève a les cartes en main. Exactement. Lausanne, alors, par contre, a les buts en main. En tout cas, sur ce dernier match, une victoire étincelante, en tout cas en termes de goal, 8-2. Après... On remarque finalement, je pensais pas qu'on pourrait faire ça en National League, c'est gagner avec une seule ligne. Ouais. Parce que je pense que vous avez vu ça. On s'est un peu excité, Greg, on va dire pendant la nuit, hier soir, une fois que tous les points ont été attribués, et puis qu'on s'est rendu compte que Jason Fuchs, finalement, moi déjà le hat-trick, ça me semblait bizarre, je me disais, tiens, Allemande la touche. Et effectivement, Allemande la touche, mais vu que c'est Fuchs qui a tiré, ça fait une passe. Et il se retrouve avec 2 goals, 6 assists, 8 points sur les 8 que Lausanne a marqués. C'est ça le plus impressionnant, ouais. Waouh, quoi, c'est... Enfin non, c'est tout qui est impressionnant, mais 8 sur 8, ça c'est hallucinant. Et le record, on était allé vite regarder dans nos archives. On remercie d'ailleurs Urskel pour son travail d'archives depuis des années aussi. C'est bien utile d'aller gratter un peu. C'est pas simple à retrouver parce qu'en plus c'est en allemand. Père Blaise du hockey suisse. Ouais. On allait dans les archives de Père Blaise, là, je peux te dire. Et c'est 9 points. Le record, c'est Jean-François Sauvé. On parle fin des années 80 avec Fribourg. 9 points. Et il puis l'a fait Ross. À 2 reprises. Exactement, 87 et en 88. Et Ross Yates qui a dû le faire en 88 aussi. Oui. Jouait avec Cloton, mais c'était des matchs, des 15-1, des 13-4, des trucs... c'est remarquable, 9 points de toute façon. Bien sûr, mais c'est une autre époque, c'est un autre hockey finalement. Depuis 1985 aussi, avec les playoffs et tout, voilà, pour dire, peut-être qu'à l'époque, dans les années 40, 50, 60, peut-être qu'il y avait eu plus, mais en tout cas... Dans l'ère moderne du hockey, c'est ça. Qui est souvent l'histoire du hockey, ça commence... L'histoire moderne commence avec l'apparition des playoffs au début des années 80. Tu sais ce que c'est le record NHL ? Non. C'est 10. C'est Daryl Siedler, c'est un ancien des Toronto Maple Leafs à l'époque. Je crois que c'est 6 goals, 4 assists. Si je dis... Alors ça, c'est vraiment... Ou 4 goals, 6 assists. Il me semble que c'est 6 goals, 4 assists. Mais c'est 10 points. Donc finalement, 9 points en National League, 10 points en National Hockey League. Il n'y a pas un immense écart. On pourrait se dire que, et surtout, le 8 points, ça n'a plus été fait depuis belle lurette. Hein. Ouais, justement, dans les statistiques que tu m'as remontées, il y a Gugisberg récemment. Ouais, il y a une dizaine d'années qui a fait 7 points. Nick Shore, la saison dernière, qui en a fait 6. 6 passes décisives. Ria aussi, dans ce match d'hier soir, il a fait 6 points, 1 goal, 5 assists. Mais 8, c'est quand même encore un autre délire. Hein. Et ce que fait Fuchs, c'est louable. Alors après, on pourra mettre tous les bémols que l'on veut. C'était Langnau. Mais dans 25 ans, quand quelqu'un fera ça... On se dira pas, c'était Langnau à l'époque, et Langnau avec un gardien des novices top devant le but et celui des mini, non, je caricature, mais Tim Baumann et Louis Courte. Mais ça, dans les livres d'histoire, on s'en fout en fait. C'est une performance historique qu'il a réalisée. Est-ce que le gardien, quand Jean-François Sauvé... c'était aussi d'ailleurs contre Langnau, contre Coire, contre des clubs. C'est chaque fois contre des clubs qui étaient un peu... c'était contre les derniers, si tu veux. C'est logique. Tu vas pas réussir à mettre 8 buts déjà à Zug ou à Zurich. Et puis... bref, ça me semble... Logique. Ça, on doit
en tout cas rien enlevé à son mérite, à celui de Jason Fuchs, parce que les autres avaient aussi le droit de marquer 8 points. Hein. Les Berchi, les Emerton, etc. Ils avaient la même équipe en face. Les Kellins, ah non, c'était plus compliqué. Ah, depuis lui, les tribunes. lui pouvait pas. Ils avaient la même équipe en face, ils avaient le même gardien en face, et eux, ils ont rien fait. Donc, ce serait malheureux d'enlever du mérite à Jason On Fuchs. reste malhonnête, toi, d'ailleurs. Ouais, alors allons-y, carrément. D'enlever du mérite à Jason Fuchs pour sa performance, sous prétexte qu'en face, c'était un des nullos, entre guillemets. Bah ouais, mais les autres, ils ont foutu quoi? Alors pendant ça, il n'y a qu'une ligne qui a marqué les 8 buts. Sérieux, vous foutez quoi? Les Baumgartner, Paré, Boson, Berchi, Emerton, Maillard, Almond, Jäger, Krakauskas. Ils n'ont pas fait 8 points, ceux-là. Hein. Non, c'est incroyable. Et d'ailleurs, Ria, ce qui est drôle aussi, c'est de dire cette première ligne. À un moment, dans Colfax, je crois que c'était au mois de février, je disais, mais ou peut-être on fait fin janvier, ça serait bien que Lausanne puisse se trouver une ligne. Oui. Et on avait les prémices de cette ligne. Fuchs, Ria, Sekac. Sekac commençait à marquer régulièrement des buts. Vraiment, on se dit, tiens, pour un étranger, là, il a de l'impact. Mais ce qui est frustrant, c'est que c'est très fragile, en fait, à Lausanne. Et donc, on a cette première ligne qui cartonne. On a Gernat, qui est aussi un vrai renfort, parce que c'est pas que contre Langnau qu'il a mis. D'ailleurs, on se dit, pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré un peu plus tôt? Les 2 matchs que Lausanne a disputés, ça aurait peut-être été utile d'avoir Gernat, notamment contre Fribourg. Mais il était encore en Slovaquie pour fêter la médaille de bronze olympique. Complètement compréhensible. Hein? Complètement compréhensible Ouais. de l'avoir laissé fêter ça. Bien sûr. Moi, je suis intransigeant avec les gens qui ont des enfants. Tu peux pas aller... Non, là, non, je rigole, hein, c'est pas vrai, on va se prendre un shitstorm. Non, c'était une blague. Mais il y a Gernat, Genadzi et puis les gars de la première ligne. Quand Almond marque, c'est parce qu'il était en fin de shift ou en début de shift avec les autres. Bref. Mais il s'est dit qu'il voulait jouer au hockey. Il a dit, moi, mettez-moi avec ceux qui font des points, là. Est-ce que par contre, c'est réjouissant d'un certain côté, mais par contre, comme tu dis, puis les autres, parce qu'à un moment, tu joueras pas tout le temps contre Langnau, tu verras pas tout le temps Jésus, comme sur ce match-là pour ces joueurs. Même, ils marqueront peut-être 1, 2 buts, mais il faudra sans doute avoir plus de soutien de la part des autres. Et on a relevé 2 noms comme ça, Berti Kennins notamment, qui traînent un peu leur spleen, j'ai l'impression. Ouais, alors Kennins, je pense qu'ils essaient de le réveiller en l'envoyant en tribune un soir. C'est pas évident parce que Kennins a de très bons contacts avec Peter Svoboda. C'est un proche de Peter Svoboda. Donc, cette décision de l'envoyer en tribune, c'est une décision courageuse de la part de John Foust. Mais est-ce que ça va suffire? J'en sais rien. Puis Berti, Berti c'est compliqué. Ouais. Quelqu'un disait de manière ironique sur Twitter, est-ce qu'il rentre bientôt des Jeux Olympiques? Tu peux te poser la question parce que en fait, je crois que lui, ce qu'il a sauvé longtemps durant cette saison, c'est qu'il avait le casque jaune. Ouais. Donc en fait, quand tu as le casque jaune puis que tu fais 2 tours en zone offensive avec le puck puis que tu tires, on dit oh. Mais quand tu n'as plus le casque jaune puis que tu redeviens le casque rouge avec le numéro 22 dans le dos, c'est moins voyant. Il y a moins le top score effect, on va dire, quoi que tu fasses, ça a l'air un tout petit peu mieux quand tu l'as. Et là, c'est 10 matchs, 2 points pour Berti. Est-ce qu'il est vraiment content de son rôle? Est-ce qu'il est content d'être là? Il est passé une fois au centre, une fois à l'aile. De retour au centre, on revient à l'aile. Ouais, je pense que... Et ça, c'est peut-être aussi un moyen du coach de dire, bon, ça marche pas, je tente autre chose. Ouais. Je suis pas en train de dire que c'est la faute du coach que... Enfin, c'est le fou la poule. Est-ce que c'est parce qu'il est censé se trimballer qu'il est pas bon? Ou est-ce qu'il est pas bon parce qu'il est censé se trimballer? Et moi, je vois plutôt l'autre chose. C'est on essaye de faire marcher Berchi d'une manière ou d'une autre parce que ça doit être... On sait que c'est ça qu'il doit faire pour les pré-playoffs. C'est exactement ça. Ça doit être un de tes atouts. Ça doit être un détonateur parce qu'effectivement, face à une défense un peu plus resserrée qui a peut-être 2 lignes défensives ou 3 lignes défensives défensivement solides, le danger doit venir d'ailleurs. Et c'est ce qu'on parle souvent de Fribourg. Il y a du danger qui vient de tes 3 premières lignes à peu près. Et là, Lausanne, alors là, c'est la version extrême là, qui s'est passée contre Langnau. Mais oui, c'est ça. Qui est ta ligne numéro 2? Mais, comme tu disais très justement avant, on faisait la théorie il n'y a pas si longtemps, comme quoi il reste 5 minutes à jouer, tu sais pas qui envoyer sur la glace à Lausanne parce qu'en fait, tu n'as pas de go-to line, on va dire. Au moins, il y a ça. Maintenant, tu as ta ligne. Est-ce que Sekac est un ailier de première ligne dominant dans une équipe qui va au titre? Peut-être. Est-ce que Ria est un ailier dominant dans une équipe qui va au titre pour la première ligne?
Je pense que ça serait en 2 ou en 3, je me dis c'est un atout. Si c'est ton ailier de première ligne, je me dis ouais, ça peut pas être Berti là, puis Ria il vient en profondeur. Moi, Berti, j'aime beaucoup ce que je vois de lui, dans le sens où j'avais plutôt l'impression d'avoir un attaquant en périphérie. Berti, tu dis Ria. Ria, ouais. T'as dit Berti. Pardon, Ria. J'avais plutôt l'impression que c'était un attaquant de périphérie parce qu'il a un très bon shoot. Parce que ça peut être un buteur. On se souvient des 4 goals qu'il avait marqués quand il était avec Bienne. Donc, bon shoot. Là, il va gratter un peu des pucks devant. Et j'avais pas l'impression que c'était son rôle à la base. Enfin, on l'aurait pas défini comme ça. Tu me dis Kennings va un peu gratter des pucks devant, oui. Tu me dis qu'Emerton va non, peut-être moi je te dis pas ça. non. Mais par contre, Ria, j'aime beaucoup ce que je vois de lui. Il est toujours pas signé, d'ailleurs, on n'a toujours pas d'infos à ce sujet-là. J'espère pour Lausanne que effectivement, ils peuvent garder. Parce qu'on rappelle que Sekac est encore là pour 2 ans. Fuchs, il a encore un peu plus. Mais Ria, si cette ligne-là marche bien, que tu as quelque chose qui fonctionne, autant garder. J'espère aussi, j'attends beaucoup, en fait, de Andy Millet. J'espère que ça peut amener. Il a son surnom de Captain America parce qu'il était capitaine de l'équipe américaine aux Jeux Olympiques. Ils se sont pas raqués la soupière pour ce surnom quand même. Non, mais parce que en plus, ce qui est incroyable, c'est que c'est les Américains. Tu vois, tu mets Captain America, t'as forcément l'image Marvel. Ils sont tellement bons. Et l'imagerie que t'as tout autour avec le bouclier. Bref, ce qui est bien avec un centre comme ça, alors c'est un type de petit format, on va dire, hein, moins d'1m75, qui visiblement est bon pour trouver ses ailiers. Il marque plus de 30 points en KHL. C'est un gars qui vient. Je trouve que Frolic et Paré, j'étais un peu plus circonspect, honnêtement. Je me disais, est-ce que vraiment c'est d'immenses renforts? Là, si tu me dis Millet, on va le faire jouer et tout, j'espère, alors que je sais pas si c'est sur la ligne à Berti, mais ça peut relancer quelque chose. Je te rejoins complètement. Il me semble qu'à ce micro, on fait pas du révisionnisme derrière en disant de toute façon c'était nul Paré parce que tu vois qu'il est pas terrible. Non, quand il est arrivé, je pense que je l'ai dit à ce micro, on m'a dit physiquement, je suis pas sûr qu'il soit encore au niveau pour être productif en National League. Je pense que je l'ai dit une fois. Frolic, c'est toujours un point d'interrogation. Ces joueurs qui terminent leur carrière en Amérique du Nord ou qui viennent de mettre un terme, qui se rendent compte que là-bas c'est fini, puis qui viennent en Europe, ça peut très bien fonctionner. Ça peut être compliqué. C'est un risque. 30 et quelques aussi. Hein. C'est quand même un risque à prendre. Là, oui, il a le même âge que Frolic, mais c'est un joueur qui est déjà en Europe. C'est un joueur dont la carrière est en train de se faire ici, finalement. Et c'est comme, finalement, on peut peut-être comparer ça avec un Dernay qui était à Omsk, donc qui avait accepté de tirer un trait sur sa carrière nord-américaine et qui continue quelques années en Europe. Alors, je dis pas que Millet va faire une Dernay ou va être dans 4 ans être toujours aussi bon, ou j'en sais rien. Par contre, le profil m'inquiète ou me fait me poser moins de questions. Moi, je pense que c'est un très bon transfert Andy Millet. Et je me réjouis vraiment de le voir sur la glace parce que ça fait plusieurs années qu'on en parle en Suisse. Et pour le coup, aucun point d'interrogation. Je dis pas que ça va marcher pour autant, mais aucun point d'interrogation, aucune réserve comme on a pu en avoir pour Paré et Frelick. C'est très bonne embauche. On a une question de Patrick Funer. J'ai l'impression qu'on y a répondu. Est-ce que c'est un peu inquiétant pour Berti? On en a longuement parlé. Parce qu'il est même pas sur le powerplay, relève-t-il. Et puis, sans parler de Kennings. Alors, Kennings, effectivement, surnuméraire. J'ai écrit que le dernier match, je crois que c'est Geoffrey Vauclair qui a relevé aussi le manque de back-check sur le 2-0 de Rapperswil où il fait tout en dilettante. Ça, c'est grossier, ouais. Alors, j'avais pas vu que Geoffrey l'avait mis en avant, mais oui, sur le moment, on s'est dit non, mais il rigole, machin. Ouais. Et. S'il y a cette défaite contre Rapperswil, qui tu as le droit de perdre, mais c'était un peu compliqué de perdre de cette façon-là. Et justement, quand tu dois aller chercher des points, c'est toujours la même chose avec Lausanne, la constance. C'est bien de battre Langnau 8-2, ça fait plaisir aux spectateurs, mais ce match, peut-être tu aurais préféré un petit 4-2, puis une petite victoire aussi contre Rapperswil, juste pour aller un peu... Ouais, surtout que c'est 4500 spectateurs pour ce match contre Langnau, c'est un peu tristounet, je trouve, alors que... il y a plus, en gros, il n'y a plus de Covid, entre guillemets, plus de restrictions. Donc normalement, on voit que ça remonte un peu dans certaines autres patinoires. Ouais, et c'est quand même un peu tristounet. Et puis l'autre soir contre Rapperswil, je pense que les gens ils sont pas rentrés contents à la maison. Déjà que tu vas contre Rapperswil, excuse-moi de te couper, déjà que tu vas contre Rapperswil, t'es pas hyper heureux, c'est pas l'affiche. Tu vois Tchervenka.
Ouais, alors toi, oui, les autres, disons que ça reste quand même ce club au bord du lac de Zurich, dans le canton de Saint-Gall. C'est pas le club qui te fait le plus fantasmer, quoi. Mais le problème, effectivement, c'est que depuis le retour de la trêve, Lausanne a gagné les matchs qu'il devait, à savoir 2 fois contre Ambry. Quand tu as la lutte pour le top 6, tu dois gagner ces matchs-là. Ouais. Langnau à la maison, on dit tout le temps ça peut être un peu le piège. Honnêtement, quand on a vu l'alignement, on a tous mis de l'argent sur Langnau et ceux qui ne l'ont pas fait, c'est refuser de faire appel à son intelligence, comme on dit dans Kaamelott. Donc, voilà, ça fait beaucoup de références à Kaamelott aujourd'hui, on va se calmer un peu. Mais derrière, tu joues Lugano, Bienne, Zug, Fribourg, Genève et Berne. Et peut-être ce match contre Berne, le seul qui est contre une équipe pas moins bien classée parce qu'il y a du Lugano, mais une équipe moins forte, disons, bah c'est le tout dernier. Est-ce que le tout dernier sera encore important? Je ne sais pas. Lausanne a intérêt de step up contre une vraie bonne équipe. Ça tombe bien. Bah, Lugano vient jeudi soir et ce match-là, il va valoir très très cher. Ouais, il va valoir très cher au terme de points, forcément, pour avoir des 0, je sais pas combien, mais aussi pour essayer un peu d'asseoir ce truc de dire, bon voilà, le match contre Langnau, c'est pas une hérésie, c'est pas un truc qui se passe comme ça parce que l'équipe est faible. On va montrer ce qu'on sait faire. Et j'espère que... Alors, le fait que la première ligne marche bien, au moins, il y a cette stabilité-là. Et cette stabilité, plus que le fait d'être en dents de scie, un peu de... Ouais, Lausanne et la stabilité, c'est quand même hyper important dans tous les domaines, j'ai l'impression. Et que là, Fous puisse travailler en... Comment dire? J'allais dire en bonne intelligence, mais c'est même pas ça, mais puisse faire confiance à quelque chose, à son alignement. J'ai l'impression qu'en défense, c'est plus ou moins trouvé. Ça va, mais qu'en attaque, bah voilà, le trio, on verra. J'espère que Millet peut jouer et qu'il jouera, parce que vraiment, ça permet aussi de faire souffler, parce qu'il y a pas mal de matchs. Oui. Ils jouent jeudi, vendredi, après ils ont pause dimanche, lundi, et ils jouent mardi, mercredi, je crois. Non, lundi, mardi, parce qu'ils jouent contre Zug lundi. Donc là, les matchs s'enchaînent. Ouais. Et il faudra... Ouais, faut pas passer à côté. C'est marrant, je t'écoutais parler et je me suis dit, en fait, une fois, il faudra qu'on fasse le test. On reprendra un épisode sur Lausanne, un passage sur Lausanne qui date d'octobre l'année dernière, où on parle de constance, d'être capable de battre un grand, blablabla. Et puis on le collera dans l'épisode de la semaine, puis on verra si les gens vont s'en rendre compte. On fait le test une fois. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Petit jingle qu'on n'a plus entendu depuis un moment. Hein? Exactement, les paris sportifs sont de retour. Exactement. En partenariat avec la Loro, jusqu'à nouvel avis. Ouais, toute l'année, normalement. Donc, qui dit paris sportif dit analyse des matchs à venir. Vu que cet épisode sort le mercredi et qu'il y a 2 matchs ce soir pour ceux qui l'écoutent très très vite, mais ça me semble un petit peu tendu. Jeudi, ce Lausanne-Lugano, il a l'air tellement tendu. Bof, on va un peu passer notre tour. Par contre, nous, on va se focaliser sur les matchs du week-end, très probablement ceux de vendredi. Vendredi, la carte, c'est quoi? Bienne-Lausanne, Ajoie Genève, Zug Davos. Alors, l'investisseur petit bas de laine en face de moi va dire « Ouh, moi je vais jouer Genève, perd par moins de 5 buts à Ajoie à 1-0-1. » Comme ça, je perds pas mon petit pécule. C'est pas bête, hein. Tu te rappelles quand même qu'il faut jouer avec ce qu'on a, donc absolument. C'est pas commencer à envoyer des immenses sommes, parce que je pense quand même, à part ça, hein, que les mecs qui font faire les beaux en disant tiens, ce Zurich Ajoie, il est assez intéressant là, allez hop, je fous une maison sur Zurich, puis la bétonneuse Vauclair qui sort, puis gagne 3-1 derrière, ouais. C'est bien. J'avoue que je me suis pas fait avoir par celui-là. J'ai l'impression que chaque fois qu'il y a un piège monstrueux dans lequel tout le monde tombe, je suis avec et je fais partie du groupe. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai oublié de le jouer celui-là. Alors que ça me semblait totalement bien vu, hein, mais... Ouais, puis le piège hockey manager, de mettre Malguin ou Andrighetto ou Noro ou peu importe, hein, capitaine. Puis finalement, un vieux 3-1 perdu, bah ça fait pas beaucoup de points. Moi, il y a quand même un match qui va m'intéresser ce vendredi, c'est quand même ce Ajoie-Genève d'un côté. Ouais. Je pense qu'on va avoir du Genève qui gagne avec plus d'un but d'écart, donc des 2 buts d'écart. À mon avis, on les a vers 1,80 par là autour. À voir, ça pourra clairement être une piste parce qu'on en parlait avant. Genève, c'est quand même très, 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 très solide actuellement. Bah, si c'est un rythme de leader, bah voilà quoi. Voilà. Et Ajoie joue 2 matchs en 2 jours. Il suffit que tu commences pas très bien ton premier match, tu sais que tu en as un deuxième, tu as un déplacement à Davos le lendemain, c'est hyper compliqué. Donc, et eux ils vont pas jouer leur vie. Genève à Ajoie, ils se sont déjà fait avoir une fois.
Ils se sont fait avoir une fois à la maison aussi par Ouais. Ajoie. Là, c'est bon. Ils ont donné un quart des points d'Ajoie, ou non, j'exagère, mais un bon bout des points à Ajoie cette saison. Ils vont pas se faire avoir une deuxième fois. Donc ça pourrait clairement être une de mes pistes si les cotes sont intéressantes. À l'heure où on enregistre cet épisode, sur la Loro, on n'a pas encore les cotes du match du vendredi. Et sinon, il y a ce Bienne-Lausanne. Je sais pas ce que tu en penses. Il m'intéresse aussi évidemment à cela près que on a Bienne qui joue ce soir contre Davos. Ça, c'est un match qui sera assez important, surtout pour voir l'état de Bienne finalement, qui va jouer 2 matchs en 2 jours, 2 déplacements, et qui revient, alors finalement, qui a jeudi off, et qui revient vendredi. Lausanne, qui joue le jeudi justement contre Lugano, et qui arrive le vendredi à Bienne en étant peut-être un peu fatigué. C'est pas facile. C'est peut-être un match où les défenses seront un petit peu moins en place. Et puis du coup, il y aura peut-être un peu plus de place derrière, justement. Ouais. Je sais pas, c'est une piste de réflexion. Moi, j'aime quand même bien l'idée de jouer Lausanne aussi sur ce match Bienne-Lausanne. Bah, s'il y a quelqu'un qui doit sortir absolument, c'est Lausanne. Mais ils auront peut-être un peu justement un peu plus de tension qu'un Bienne qui peut se dire non, nous c'est bon, de toute façon. Nous, on joue notre jeu tranquillos. Exactement. Et on a vu quand ils jouent leur jeu tranquillos contre Berne, on en reparlera après, ça peut faire vite très très mal. Donc Je pense, là aussi, ça va dépendre, un petit peu comme d'habitude. Il faut toujours un peu regarder la cote et se dire à combien moi je l'aurais placé, quel est le pourcentage de chances que moi j'estime, Exactement. et calculer la cote en conséquence et se dire, bon, bah là, ça devient value, comme on dit, ou pas. Un Lausanne à Bienne peut être intéressant. Ouais, les buts à Bienne-Lausanne pourraient me faire marrer mais aussi. les buts bas alors. Toi tu Non, te mettrais élevé. plutôt haut, ouais. Élevé. Mais moi j'aurais plutôt tendance à me dire que si Lausanne va là-bas, va vouloir essayer de minimiser le truc, puis de se mettre peut-être en mode un peu play-off déjà, et que du coup on pourrait assister à un match avec assez peu de buts. Dernier match de la soirée, parce que il faudra de toute façon aller voir nos réseaux sociaux vendredi matin, Exactement. comme c'était le cas la saison dernière, lorsqu'on avait la bonne habitude d'avoir cette capsule Paris Sportif. Dernier match de la soirée, ce sera Zug Davos. Oui. On en a parlé de Davos qui doit lui aussi jouer. Mercredi, ce soir contre Bienne. Exactement, mais il n'y aura pas eu de match mardi. Zug aura joué back-to-back mardi, mercredi contre Fribourg. On a déjà vu le premier match au moment où on enregistre cet épisode. C'était une grosse bataille. Ça risque d'être à nouveau le cas mercredi soir. 3 matchs en 4 jours pour Zug. Davos en a que 2 à la maison, quoi. Et 2 à la maison, ouais. Et 2 en 3 pour Davos. Petite tentation sur Davos ou bien? J'aurais quand même plutôt tendance à dire petite tentation sur Zug, parce qu'à un moment, je pense que le 6-2 que contre Fribourg, ils peuvent déjà le gommer mercredi soir. Et quand même à domicile, ouais. Mais tu as raison, dans l'absolu, c'est Davos qui doit aller chercher quelque chose. Zug n'a rien à faire. Ils sont déjà qualifiés en gros pour les playoffs, donc ça c'est pas un souci. Mais par contre, justement, ils sont un peu libérés. Et ça, vraiment, c'est pas. Des fois, il y a des lectures qui sont beaucoup plus simples, quitte à ce qu'on se plante, mais au moins la lecture est plus simple. Là, la lecture, elle est compliquée avec tous ces matchs qui viennent le mercredi, le jeudi, dont on n'a pas l'habitude, en fait. Ouais, là, c'est vrai que c'est une période un peu compliquée. Il faut penser à la récupération des unes et des autres équipes. Au voyage, aux joueurs qui pourraient potentiellement être reposés. Je pense notamment au match Fribourg à Langnau, qui aurait peut-être pu être un gros piège pour pas mal de monde. Fribourg va sans Diaz qui se repose, va sans Berra, avec Connor Hughes devant le filet. Ça excuse pas la défaite là-bas, mais ça l'explique. Et en ce moment, aussi, comme je disais avant, quand Langnau se présente à Lausanne avec le gardien junior, quand Nicolas Eberhardt va devant le gardien à Lugano, devant le but pour Ajoie à Lugano, là aussi tu te dis, au moment des compositions, il y a aussi des paris qui peuvent se prendre et qui sont intéressants. À part ça aussi, ce qu'on peut dire, c'est si vous avez des conseils, si vous avez des idées, si vous avez vos propres paris, vous sentez, n'hésitez pas à nous les faire parvenir sur les réseaux sociaux. Soit en message privé, soit en nous taguant, ça nous intéresse toujours et j'aime beaucoup voir en fait plein de trucs. Après, c'est horrible quand tu as une idée ou des fois 2, puis que finalement on t'en met 3 de plus, puis tu es tout perdu parce que pour un seul match, tout d'un coup, tu as 5 idées. Donc, mais c'est pas grave, ça nous fait phosphorer et c'est toujours sympa. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Bienne qui a réussi un
un match, un premier tiers plein contre son ennemi toujours de la capitale, Berne. On sent quand même que si on devait faire le dessous des cartes, les pôles ont changé. Cette année, même si je dirais ces 2-3 ans en National League, la force du canton de Berne, c'est plus Berne, c'est Bienne maintenant. Ouais. Et on sent que ça énerve du côté de Berne, parce que la réponse de Berne, c'est Löffel, c'est Vermin, c'est le défenseur canadien Eric Gélinas. Gélinas. C'est peut-être Sven Berchi qui a été dans les tuyaux selon... C'est Marco Lehmann. Ou c'est Marco Lehmann. Honnêtement, tu sens que là, Berne, ils disent, bon les gars, c'est comme ça, nous casser les pieds, c'est bon, nous battre pour la 10e place, savoir si on va peut-être aller en pré-playoff. C'est pas le standing de Berne. Ouais, quand tu regardes l'alignement de Berne contre Bienne, t'as Tim Cast qu'on aime bien, qui est un joueur qui est très précieux, qui peut être précieux dans plein d'équipes. Exactement. Qui est ailier de deuxième ligne. Tu dis, t'as tes ailiers de 3, c'est Farny, qui est là aussi, c'est un jeune qui est très prometteur. Mais bon, Bader de l'autre côté, t'as Ruffenhardt qui tente de revenir au jeu en ce moment, c'est très bien pour lui, mais est-ce que c'est vraiment... T'as 4, c'est Ruffenhardt, Jan Neuenschwander, Chiaroni. Quand on pense aux fast et aux luttes d'antan d'un Berne, si quelqu'un était 3-4 ans dans le coma, il ressort maintenant, il dit, mais attends qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé à Berne? Et puis alors, à contrario, Bienne, dont on... salue chaque fois le contingent et la profondeur du contingent. Quand ta 4e ligne, c'est Ugly, Froidevaux, Tino Kessler, t'es là, ah ouais, des types qui sont capables de marquer 25 points pour les deux ailiers. Alors Froidevaux, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est aussi ce que je disais avec quelqu'un, on discutait, on disait, en parlant de Lausanne, on avait de la peine des fois à identifier quel était le bloc, quelle était la composition. Ce qui va de pair avec le fait que maintenant il y a cette première ligne. À Fribourg, on a la colonne vertébrale, on voit, et à Bienne, c'est la même chose. On sait qu'on a Kunti, on sait qu'on a Gaëtan Haas, on sait qu'on a Froidevaux, et puis le 3e centre, là maintenant ils ont pris Mixindrasis, ils ont Salinen qui peuvent décaler à l'aile. Korpikoski peut aussi jouer là. Donc on a vraiment, on voit Froidevaux, on sait, on identifie, c'est le centre de la 4e ligne. Et après, les ailiers, tu les montes dans l'alignement, tu les descends selon les besoins, selon la forme du moment. Mais tu as souvent des duos. Tu sais que Rayala, il est en haut. Tu sais que tu as Künzle, Brunner, Kunti, elle ne bouge pas depuis 3 ans. Je sais pas combien. À peu près, ouais. Ouais, mais en plus, elle marche du feu de Dieu. Brunner, il fait 4 points. Je sais pas si tu as remarqué hier sur le but. C'est peu par rapport à Fuchs, non? C'est 2 fois moins que Fuchs. C'est vraiment pas grand-chose. Brunner, sur le goal de Künzle, je sais pas si tu as vu, il lui saute. Il est tellement heureux. Ouais. Et d'ailleurs, on a une question il faut que je la retrouve, de Tom Maillot. Brunner et Sprunger, il dit, ils sont tombés dans une fontaine de jouvence. Et ça me fait aussi penser que on s'est posé la question, ou en tout cas certains se sont posé la question de l'équipe de Suisse, pourquoi des Brunner et des Sprunger qui cartonnent cette année en championnat, mais à plus de 35 ans, est-ce qu'ils auraient pu être utiles? Alors si c'est les Brunner et Sprunger qu'on a vus mardi soir, ouais, disons que les tirs de Sprunger, tu te dis, ça aura peut-être fait du bien soit sur le powerplay, soit tout le temps en fait. Oui, mais alors... Sans vouloir paraphraser André Sambul, si tes sauveurs s'appellent Damien Brunner et Julien Sprunger en 2022, c'est quand même que t'as merdé à un moment ou à un autre. Rien du tout contre ces deux joueurs que j'apprécie vraiment les deux et qui font des saisons admirables, mais ça doit plus être à eux. Et Brunner a dit qu'il ne voulait plus jouer en équipe nationale parce que il a été beaucoup blessé. Sa régénération, c'est quelque chose d'important. Sa préparation physique est importante. Et donc, au bout d'un moment, il se connaît, il s'écoute et il sait que d'aller faire le malin aux Jeux Olympiques ou à un championnat du monde, peut-être qu'il va revenir sur sa décision, j'en sais rien. Hein, mais moi, aux dernières nouvelles que j'ai le concernant, il sait que c'est plus pour lui, que son corps va dire stop rapidement s'il fait le malin, et il a rien à gagner, il a même tout à perdre à prendre un risque peut-être pour la suite de sa carrière, et parce que sa priorité c'est sa carrière personnelle. Je dis pas ça d'un point de vue égoïste, mais déjà si au moins sa carrière pouvait fonctionner, ce serait déjà super. Après, jouer en équipe nationale, c'est un step supplémentaire, c'est un autre niveau, c'est une préparation, c'est plusieurs semaines à l'étranger. Et Sprunger, pareil. Sprunger, il a pris une décision pour sa famille il y a de nombreuses années, et là aussi, ça me semble assez irréversible. Et
Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette ligne-là cartonne et du coup, ça tire tout Bienne vers le haut. Bienne qui, mine de rien, doit quand même composer sans Yannick Radgeb depuis plusieurs semaines maintenant. Oui, je pensais qu'il serait de retour la semaine passée. Ouais, exactement. Et finalement, non. Ils ont le temps aussi de se le garder un petit peu sous le coude. Parce que justement, rien ne presse dans l'absolu. Après, il faudra quand même lui faire retrouver le rythme du championnat. Parce que débarquer en play-off comme ça, alors que tu n'as pas joué, c'est solide. Hein. C'est un autre animal, on aime bien le répéter. Mais avec Löw, Yakovenko, Grossman, Stempfli, tout ça, ça joue pas trop mal. Bien maintenant, le gardien marche bien, le système marche bien. Alors là, c'est aussi un petit peu plus simple sur le match. Je sais pas s'ils ont joué, j'ai pas pu regarder tout le match, hein, je sais pas s'ils ont joué un seul tiers, ça a suffi, alors qu'on dit que normalement, ça passe pas contre tout le monde, il faut jouer 60 minutes. Sans doute qu'il y aura des matchs plus compliqués pour eux que contre ce Berne-là, qui... T'as pas compris, ils ont respecté l'adversaire. Oui. Oh non, on relance pas ce débat. Hein. non, je rigole. Mais 5-0, après ils prennent le 5-1, mais ils arrivent à gérer finalement parfaitement. On attend de voir contre un adversaire peut-être un peu plus huppé, mais eux, ils peuvent finalement se préparer quand même, d'une certaine manière, au play-off. Et c'est bien. Je pense qu'il y en a un qui doit aussi se préparer à marquer un peu plus de points, malgré tout. C'est Gaëtan Haas, tu avais souligné son impact dans le jeu sans puck, dans le jeu avec le puck, mais peut-être pas sur la feuille des marqueurs. Mais si Bienne veut aussi aller un petit peu plus loin, je pense que si on muselle la ligne Brunner, Kunti, Kunsley, on va quand même embêter Bienne un peu plus et il faudra que Rayala, Haas et le troisième larron, Ishier quand même, ça me semble assez acquis, puissent se sortir. Alors, là aussi, à Fribourg, on a de temps en temps une ligne qui marche super bien. Et comme ça, c'est vraiment chouette d'avoir chaque fois une ligne qui sort du match, qui sort son match et qui permet à Fribourg de gagner. De temps en temps, effectivement, Ishii avait marqué 5 points une fois. Donc, on avait ce genre de choses. Mais il faut que ce soit sur base plus régulière. Fribourg le fait depuis le début de la saison. Et il se trouve quand même que Gaëtan Haas, vu son salaire, quand même, son pédigré, exactement, ce serait quand même bien qu'il puisse être juste un tout petit peu plus prolifique. Et je suis sûr qu'il ne serait pas contre cet état de fait, lui, de son côté. Ajoie, on va pas en faire des caisses, mais ils ont gagné, là on va en parler quand même. Ah oui, non, mais alors justement, on l'a mentionné avant, mais superbe victoire contre Zurich, 3-1. Est-ce que, alors là aussi c'est un peu la litanie, est-ce que c'est l'arrogance des Zurichois qui a fini par être punie par les Ajoulots au grand cœur? Je sais pas, ce qui est sûr c'est que Ajoie a gagné, ça on peut le dire. Par contre, je t'ai piqué ta sortie et je m'en excuse parce que quand je dis la bétonneuse Vauclair, c'est pas de moi, c'est Greg qui s'est tout de suite amusé à dire dis donc Vauclair frère là. Vauclair frère SA, spécialiste en béton armé. J'ai vu que ce coquin de Roland là aussi repris sur le plateau des pécalistes. Moi je vais me taire en fait dorénavant. Je garde tout pour Colfax, c'est terminé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'alors, il a dû revenir, et avec son passé de défenseur très offensif, il faut le reconnaître, hein, bien évidemment, un des meilleurs défenseurs offensifs que la Suisse a produit. Mais il sait quand même défendre, Julien Vauclair. Et peut-être qu'il a eu des conseils de ses frangins, je sais pas, qui étaient eux attaquants. Mais en tout cas, pour dire, j'ai l'impression que cette fin de saison, honnêtement, hein, rien qu'avec cette victoire-là, elle est réussie. Ouais, c'est pas fou. Voilà. Ils ont stoppé l'hémorragie à 19 défaites consécutives. Voilà. Même si derrière, ils font un match contre Berne qui est pas dégueu. Tu vas perdre 2-1. Tu ramasses une pelletée de shoot. Mais après, n'ayant pas vu le match, je peux pas dire quelle était la valeur des shoots parce que c'est bien gentil hein, aussi. De temps en temps, quand on prend les stats avancées et qu'on voit les expected goals, c'est là où c'est plus intéressant. C'est que si c'est un vieux shoot pris depuis le bord de la bande à la ligne bleue ou un but ouvert, pas la même chose, hein, ou dans le slot. Donc, à voir. Mais là, contre Lugano, tu l'as aussi mentionné, Nicolas Eberhardt au goal. Voilà, tu veux peut-être te préserver Tim Wolf.
Puis voir ce que tu as dans les mains avec Nicolas Eberhardt aussi. Même si le poste de gardien, à mon avis, tu dois pouvoir. C'est pas le truc le plus compliqué à trouver parce que là, pour le coup, un bon gardien de Swiss League, si tu veux le faire monter en National League, lui dire bah écoute, plutôt que de prendre des tomes en Swiss League, tu peux prendre des tomes en National League. Ah ouais, là, d'accord. On a vu avec Niffeler, on a vu quand tu as un bon système, ces gardiens-là, ils sont tout à fait capables. C'est ce que tu disais aussi, c'est que l'écart n'est pas aussi grand. Après, effectivement, la défense d'Ajoie, c'est pas la défense de Genève, donc t'es beaucoup plus exposé. C'est clair aussi. Mais franchement... Je vous invite à aller voir le shot tracker d'Ajoie du match à Lugano quand même. Alors oui, à un moment il y a eu 1-1 dans le match. C'est toi qui me disais directement, au moment du but d'Eigenman, c'était 12 tirs à 1 les shoots. Et si tu regardes le shot tracker et le slot devant le gardien luganais, c'est un peu un no man's land. Sur tout le match, il y a 3 tirs à Joulot qui viennent du slot, cadrés. Et tout, vraiment, en fait, tu as l'impression qu'ils ont voulu dessiner le slot. C'est partout, on tire de partout sauf de là, pour montrer où c'est. Et c'est là que tu vois quand même que, ben voilà, en face, tu as quand même une équipe qui joue sérieusement un match, qui joue sérieusement son match. 51 shoots à 17 quand même. Alors oui, ils sont pas tous de qualité égale, j'en suis complètement conscient. Mais au niveau des expected goals, bah, ils se sont quand même fait un peu rouler dessus. En même temps, est-ce qu'on en attend autre chose qu'une équipe qui se fasse rouler dessus quand elle va à Lugano, quand tu es à Ajoie, quand tu as joué un deuxième match en 2 soirs, il y avait le match la veille contre Berne. Ouais. Ben non, c'est juste complètement normal. Mais par contre, ben voilà, il n'y a pas eu 11-0. Exactement. L'état d'esprit est complètement différent. C'est l'impression que ça donne. En tout cas, j'étais pas au match à Lugano et Berne, j'ai vu quelques reflets. Mais au moins, il se passe quelque chose. Il y a eu justement, il y a quand même un peu ce poids sur les épaules qui est tombé au moment de la victoire contre Zurich. Les fans étaient contents. En plus, c'est à la maison. C'est pas une victoire anodine que tu vas faire un mardi soir à Ambry où ouais, super, t'as ton quart d'ultra fidèles qui sont présents, etc. Là non, c'est à la maison, les gens sont contents et bah, Julien c'est Vauclair, super. sur son CV, il peut quand même abattu Richard Grönborg, champion du monde avec la Suède. Je sais qu'il s'en foutra complètement, hein, parce que c'est pas un gars qui va noter ses statistiques comme ça, puis qui va se la raconter en disant ça. C'est nous qui pouvons dire quand même, mine de rien, il a battu un entraîneur de valeur, en plus d'un club de valeur. Alors ça, pour son deuxième match à la tête d'une équipe. Enfin, c'est chouette. Je trouve que finalement, des miracles, il pouvait quasiment pas en faire. Il en a presque fait un, finalement. Ouais. Et que le 2-1 où tu perds à Berne, malgré tout, c'est presque un deuxième miracle. Parce que justement, bah voilà, un 5-1, c'est plus le score qu'on attend de cet Ajoie-là qui tire 17 fois au goal. Bah, il va peut-être en mettre un, et puis en prenant 50 de shoot, il y a des chances que tu prennes minimum 4 goals, quoi. Donc, en prendre 5, ça fait du quoi, 90%. Ouais. C'est normal, finalement. Honnêtement, cette fin de saison, pour moi, ça va être compliqué. On a déjà annoncé les matchs, énoncé qu'ils jouaient contre Genève 2 fois. Et de toute façon, pour eux, c'est que des matchs compliqués. Ouais. Et tout ce que tu peux gratter maintenant, c'est du bonus et tu penses à la suite. C'est dommage. Je trouve très très dommage que la Fédération française n'ait pas accepté de libérer Yorick Trey, et c'était ton info et elle était correcte. J'aurais bien voulu voir, et ce que j'entends de Yorick Trey, on me dit il est moderne, il est super, et j'aimais bien ton idée d'Eric Landry. Je trouvais que la connexion était assez intéressante aussi. Passer un entraîneur jeune qui a coaché des jeunes, qui a coaché la relève les Ticino Rockets. Je trouvais que c'était chouette. Yorick Trey, aussi des jeunes. Et finalement, Yorick Trey, il n'a pas de femme, visiblement, pas d'enfant. Donc, c'est beaucoup plus simple de débarquer pour cette mission-là à Ajoie. Et peut-être de réussir ce que Julien Vauclair a réussi. C'est-à-dire de redonner un second souffle, de redonner juste envie aux joueurs de jouer. Je reprends l'interview de Christian Dubé quand il dit j'avais perdu goût au hockey. Oui, à la fin de son passage en Amérique du Nord. Et je trouvais que c'était très fort quand même de se dire qu'à un moment, de dire le mec, il dit c'est bon, j'en ai ras-le-bol.
Et on a l'impression, quand on entend aussi un petit peu ce qui émane du vestiaire jurassien, c'est qu'il y en a certains qui en avaient marre. Et du coup, simplement d'avoir une nouvelle voix, peu importe laquelle, mieux vaut qu'elle soit intéressante et qu'elle soit moderne, mais de relancer un peu la machine. Yorick Trace aurait été super. Est-ce que c'est possible pour la saison prochaine, peut-être? Est-ce que la connexion qui s'est faite, elle est pas tout à fait cassée? Il voulait pas le laisser partir là, mais pourquoi pas après pour un truc? Je me dis que ça peut être vraiment intéressant d'aller chercher, pas forcément toujours, soit un Russe, un Suédois, un Finlandais ou un Canadien. Ben non, on tente un entraîneur français. Pourquoi pas un entraîneur allemand? Pourquoi pas un entraîneur autrichien? Enfin, vraiment, toutes ces nations autour qui valent aussi la peine, finalement. Et j'aimais bien rien que l'idée d'y aller comme ça. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. En plus, il a la qualité de parler français. C'est quand même quelque chose qui a été... qui semble avoir un vrai intérêt du côté d'Ajoie, parce qu'historiquement, ça a quand même toujours été... on en rigolait, mais finalement, au bout du compte, ça a quand même une valeur, visiblement. Et si en plus, c'est quelqu'un de compétent, c'est toujours la même chose. ACV égal, si t'as un anglophone et un francophone, ACV égal, on précise... Ben oui, moi je comprends l'idée de se dire, tu prends le gars que tes supporters vont comprendre, que tes sponsors, tu peux l'amener à tes sponsors. Ça, je comprends complètement, mais ça doit quand même partir du ACV égal. On termine ce Cold Facts avec un piètre leader, hein, vraiment. Je suis très très déçu de petite victoire contre Zug. Un 6-2, comme ça. Match assez mauvais, paraît-il. Hein. Ouais, c'était assez beau à voir. C'est rare que je sois enthousiaste. Je ne suis pas le plus enthousiaste des personnes, disons. Mais là, ce soir-là, c'était impressionnant, ce Fribourg-Zug. Est-ce que Zug a joué à son plein potentiel? Je dirais non. Est-ce que c'est par la faute du jeu de Fribourg? Peut-être, parce que si tu regardes les problèmes en sortie de zone de Zug pendant 40 minutes, 45 minutes, c'était assez flagrant. Fribourg a gêné Zug en zone neutre. Les sorties de puck étaient moins propres, les entrées de zone étaient moins propres. Et de facto, les actions de but étaient beaucoup moins nombreuses pour Zug qu'à l'habitude. Donc Fribourg a fait un jeu défensif parce qu'on retient forcément la triangulation avec le premier but de Sprunger qui est un but incroyable. La patate de Sprunger pour le 5-1, mais il y a aussi l'autre aspect du jeu. Fribourg a été très 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 solide. Il y a eu 5 minutes de flottement, 45 à 50e, ils se prennent un but en box-play, 4-2. Là, Dubé, il a directement arrêté la machine, il a dit non, temps mort, il a recalmé un petit peu ses gars, puis derrière, il n'y a pas eu de problème. C'était du tout bon Fribourg, qui contraste assez fortement avec ce qu'on a vu samedi à Langnau, grosse défaite à Langnau. T'as pas trop le droit, mais en même temps, dans une semaine, donc en 7 jours, ils ont accueilli Lausanne, accueilli Genève, à Langnau, plus après tu t'enchaînes avec un back-to-back contre Zug. Je pense qu'il y a aussi un moment où inconsciemment, même si le staff a dû forcément rabâcher depuis 2 secondes après la fin du match contre Genève le vendredi soir, les gars, demain c'est Langnau, on les prend pas à la légère, tu peux dire tout ce que tu veux. Inconsciemment, les gars... voilà, ça c'est payé cash. Le lendemain, ils sont allés sans Diaz et sans Berra. Ouais. Quand même, ça a aussi peut-être un petit peu une influence. Mais des fois, on disait aussi que ce serait bien de se ramasser une défaite pour que Christian Dubé ait quelque chose à dire, en fait, à ses gars. Et tu perds contre Langnau, il a dû sûrement gueuler dans le vestiaire, ou en tout cas, les sermonner, dire non, c'est pas correct. Qu'est-ce qui se passe derrière? Victoire contre Zug. 6-2, donc le statement, il est fait. Je trouve que c'est là où ce Fribourg-là, en tout cas en saison régulière, on verra en play-off. Est-ce que Fribourg est favori au titre? Non, pas pour moi. Est-ce que Fribourg fait partie des 3 favoris au titre? Oui. Pour moi, oui. Ça, là, on peut le dire. Parce que Zug, quand même, jouait sans Juice. Et ça, je me suis dit, Juice, il n'est pas très important au niveau des points. Alors là, c'est le hockey manager qui va parler. On pensait que ça allait être un joueur capable. C'est plutôt Hanson qui a ce rôle. Mais par contre... En ayant perdu à la Talo Diaz, Geiser aussi, forcément, tu vois que Vutriche, tu vois que... y avait Kreis aussi qui était, je crois, qui était malade. Sans Kreis et sans Juice, c'est pas le même Zug en défense. Non, l'alignement défensif est moins impressionnant, je suis d'accord avec toi. Ce qui fait que, mine de rien,
avec Tangnes, avec la solidité, avec le fait que tu as quand même des lignes. Marchini qui est toujours absent, ce qui permet de faire une ligne plus intéressante. Si Marchini revient, eh ben, tu dois choisir entre Klingberg, Lander. On va partir du principe que Kovar, Hanson et Juice sont là. Et puis après, ben, tu dois choisir entre Lander et Klingberg. Ouais, pas évident. Hein. Mais tu as Senteler qui marche très bien comme centre. Tu as Kovar comme centre qui marche très bien. Tu as Herzog qui est bon. Tu as Marco Müller qui a signé à Lugano, mais qui marche là aussi très très bien. Tu l'as déjà dit une fois quand on a regardé la 4e ligne de Zouk, tu vois, avec Souris, Leuenberger et je sais pas. Et Barhoffner. T'es là, ouais, non, mais bon, c'est de la jeunesse, mais de la jeunesse expérimentée. Enfin, alors, pas avec Souris, mais pour dire Barhoffner, c'est 24-25 ans, c'est pas des tout jeunes. Il y a déjà une habitude. Ça reste pour moi quand même toujours le favori au titre. Oui, et là, comparé à la ligne, on va pas parler tout l'épisode de Zug, mais par rapport à l'alignement que Zug avait mardi soir à Fribourg, t'as Klingberg en allié de 2e ligne. Bah là, tu mets ton Marchini à la place, tu mets Juice derrière, et ça résout peut-être un peu le problème de ta fébrilité défensive. J'ai parlé un peu avec Tangnes à la fin du match, et justement, sous cet axe-là, en parlant de la défense, tu m'as dit, mais on n'a pas perdu derrière. C'est pas notre défense qui fait qu'on a perdu ce match-là. C'était un problème d'exécution, c'était un problème global, mais pas que la défense. Bon, tu as quand même ramassé 6, mais je fais plus confiance à Dan Tangnes qu'à moi pour identifier les problèmes. Si on revient à Fribourg, premier match de Rantakari. Alors, on a plein de questions à ce propos. Donc, il y a Dylan. Non, mais il y a Dylan et il y a Tom Mayo. Dylan Desneux et Tom Mayo qui nous demandent justement Rantakari sur le premier powerplay. Question, mais il tourne très bien. Et pour qui? Est-ce que ça pourrait être un Gunderson? Ou bien, et puis Tom Mayo, est-ce que Rantakari est un bon renfort? Parce que c'est vrai, hein, quand tu as Diaz, quand tu as Gunderson, dans l'absolu, est-ce que tu as vraiment besoin d'un 3e défenseur que tu peux mettre sur le powerplay? C'est une bonne question. Et je pense que dans un monde idéal ou dans un hockey manager ou football manager, pour ceux qui connaissent, tu décides quel joueur tu vas prendre. C'est pas ce profil-là qu'aurait engagé le joueur devant son ordinateur qui n'est pas du coup Christian Dubé. Il aurait pris un défenseur peut-être un peu plus solide, un peu plus robuste, profil un peu plus défenseur défensif. Après, il y a la réalité du marché. Je pense vraiment, si j'ai bien compris ce qui s'est passé, à un jour ou deux de l'engagement de Rantakari, le mindset c'était on va trouver personne qui vraiment nous intéresse pour remplir ce maillot-là, pour prendre ce rôle. Et le but, c'est pas de prendre un gars pour la com et puis dire regardez, on a pris quelqu'un. Bah non, en fait, il y a personne qui justifie l'investissement. Bah on va pas investir sur un bras cassé qui va juste être là pour faire le nombre. Donc non, Rantakari s'est libéré par un jeu de billard à 3 bandes, on va dire, entre le Jokerit Helsinki qui arrête la KHL, donc tous les joueurs viennent sur le marché. Au passage, Petteri Lindbom qui part en NHL. Ça, c'est rigolo. À Florida qui marche sur la flotte aussi. C'est super pour lui au passage, parce que nous on l'aimait bien ici. À Lausanne, il avait été très bon. À Davos, pas à Davos, je suis encore à Rantakari. À Bienne, il avait été très bon. Donc, c'est chouette. Je suis content pour lui. Et donc, ce billard à 3 bandes qui fait que des joueurs de Jokerit sont partis à Tampere. Tampere a donc avait peut-être des joueurs en trop, et donc Rantakari est venu sur le marché. Il avait le choix entre jouer la finale de la Champions League avec Tampere mardi soir ou venir en Suisse pour la fin de saison. La perdre, c'est Relier qui a gagné. Exactement. Et il est venu en Suisse du coup. Moi je pense que c'est sur le fond, et moi j'en ai un très bon souvenir de ce qu'il avait fait à Davos offensivement. Je pense qu'on en a parlé une fois ou deux de lui, que dans sa zone, c'était pas toujours la joie. Il connaît pas le nom de son gardien, c'est ça? Non, je crois pas que c'est à ce niveau, pas à ce point-là. Mais je crois qu'effectivement, défensivement, il avait quelques lacunes sur ce qu'on se rappelle à Davos. Après, il faudra voir comment il s'intègre au système de Fribourg-Gotteron. Moi, je serais vraiment, vraiment pas surpris que le 2-2 soit la formule gagnante pour Fribourg-Gotteron, en tout cas pour le début des playoffs. Après, tu sais jamais comment évoluent les playoffs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te fais brasser physiquement puis faire re-rentrer un Daniel Brodin dans l'alignement? C'est une option. Et donc, tu dois te séparer de Rantakari. Il peut y avoir 10 000 choses. Il peut y avoir 10 Domenico en playoff, on ne sait jamais. Ça peut aller dans tous les sens.
Mais moi, je serais vraiment pas surpris d'avoir un 2-2 pour commencer. Une assise défensive un peu plus grande, d'avoir des options aussi. Fribourg, c'est une équipe qui bouge bien le puck, qui Puck aime, possession, hein. ouais, et qui aime avoir le puck. C'est ça. Et d'avoir des défenseurs qui sont capables de faire une bonne première passe, qui sont capables de bouger le puck à la ligne bleue, qui ont un bon shoot. C'est quand même très, très, très précieux dans le système de Christian Dubé. Et donc, moi, je vois Rantakari avoir un rôle sur cette fin de saison pour Fribourg. Mais si on lit, si je lis la situation et comment tu l'évoques, c'est que en fait, Fribourg, plutôt que d'essayer d'amener quelque chose qu'ils n'auraient pas, ont préféré renforcer leur état d'esprit et l'état d'esprit de Christian Dubé de puck possession, de dire on va continuer dans cet ordre d'idées-là et on fait confiance à notre système finalement. Ouais, c'est un peu ça. Et moi, je pense que remplacer Brodin sur une aile de 4e ligne par un joueur qui va venir mettre quelques charges en licence B, j'ai pas de nom sous la main actuellement, mais je pense qu'il y a une ou l'autre licence B qui est prévue pour remplacer Daniel Brodin à cet endroit-là. Parce que là, c'est Bougro qui l'a fait contre Doug. Il a fait un très bon match d'ailleurs au passage, Jordan Bougro, dans la ligne avec Hausener et Bikoff. Mais c'est pas ta traditionnelle 4e ligne, Bikoff, Hausener, Bougro. Mais elle a fait un bon job. Hein. Mais par contre, trouver un ailier d'énergie, c'est un peu plus facile que de trouver un défenseur offensif. Question de Gaëtan Grossrieder. Est-ce que Desharnais ne serait pas le MVP de cette saison ? Il est le centre de la meilleure équipe du championnat. Il pilote ça de main de maître. Il dit Tom Ernest, évidemment, bien sûr, mais si on enlève ses points sur le powerplay, voilà, c'est un petit peu différent. Et puis, qu'est-ce qui va foirer pour Fribourg après forcément ça, on sent le fan qui se dit qu'il était tellement déçu qu'il n'a pas envie de se réjouir trop vite. C'est rigolo, j'avais pas vu la question. Et on était au match mardi soir avec Jérôme Renard, mon confrère et ancien collègue de Sport Center, et on parlait du MVP. Parce que Sport Center, par l'intermédiaire de la Tribune de Genève et de 24 heures, fait un grand sondage auprès des coachs et des capitaines chaque année pour définir le MVP, le meilleur défenseur, le meilleur gardien, le meilleur coach, etc. Et la deadline, c'est ce week-end pour rendre réponse. Donc, on ne pourra pas dire... Moi, ma théorie, c'était si Fribourg finit premier de la saison régulière, tu dois presque mettre un Fribourgeois. Et après, la question, c'est lequel ? Est-ce que ce serait Berra ? Est-ce que ce serait Desharnais ? Est-ce que c'est Di Domenico, bêtement, parce qu'il est précieux en saison régulière. Je comprends l'idée, mais pour moi, le MVP, si on enlève Tom Ernest à Genève, qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai l'impression que si on enlève Desharnais, alors Fribourg sera peut-être moins haut, mais t'enlèves Tom Ernest, Genève ne fait pas 2,17 points. C'est aussi simple que ça. Alors, je vais quand même contrer avec mon MVP de la saison. Ouais. Roman Chervenka. Ouais. Rapperswil, on les attend tous à la cave. Ils ont 46 matchs, 85 points. Chervenka, il a 58 points en 46 matchs. 58 points, hein, Chervenka. C'est sa meilleure saison depuis qu'il est arrivé en Suisse. Il est meilleur compteur du championnat avec 5 points de plus que Tom Ernest, qui est numéro 2, 6 points de plus que Di Domenico. 5 points de plus qu'un défenseur, quoi. Un défenseur d'une équipe qui se bat pour le top 6, qui va peut-être y arriver. Mon choix, c'est Chervenka au sens strict du terme. Quel est le joueur qui a été le plus utile au succès de son équipe ? Et Rapperswil a eu un succès indéniable depuis le début de la saison. C'est pas Benet comme choix. J'espère bien. Entre les trois noms qui ont été cités, Desharnais, Chervenka et Tom Ernest, je sais pas si on va prendre beaucoup de risques en disant qu'ils doivent être parmi les trois cités. En tout cas, je sais pas combien il y aura eu de noms. Il me semble que ces trois noms peuvent sortir. Pour moi, c'est le top 3. Donc là, vraiment, mais Tom Ernest, je comprends, Chervenka, c'est remarquable, mais moi, 5 points de moins que le meilleur compteur du championnat pour un défenseur, c'est incroyable. C'est complètement fou. Succès de l'équipe. Pour moi, le succès de Rapperswil fait que tu dois donner un avantage. Et en plus, il y a un joueur qui est ultra dominant, qui est le meilleur compteur de la ligue. Et oui, il y en a un qui est attaquant, l'autre qui est défenseur. Complètement d'accord avec toi, hein. Mais pendant les 23 premiers matchs de la saison, alors oui, Tom Ernest était très bon, mais il ne participait pas au succès de son équipe. Tandis que Chervenka, durant toute la saison, il a participé au succès de son équipe. Moi, c'est pour ça que je le nommerais lui MVP. Mais j'entends complètement si on met Henrik Tom Ernest MVP. Ou alors Nathan Marchand. Non, mais c'est pour rigoler, enfin, c'est pour rire, et finalement pas tant que ça, parce que Marchand fait une saison incroyable.
La question, de nouveau, alors, je ne vais pas te la reposer chaque semaine, mais au bout d'un moment, il est en fin de contrat en 2023, c'est juste. Oui. Hein, quand tu vois cette saison-là, est-ce que c'est une saison incroyable et qu'il ne va jamais refaire ça, ou c'est finalement voilà, l'éclosion de Nathan Marchand maintenant, il va prendre le leadership et il y a Berchi qui vient, il y aura Motet aussi qu'il faudra signer. Est-ce que Fribourg peut avoir Berchi, Sprunger, Desharnais, Motet Marchand finalement en 2024? J'ai tendance à te dire que oui. Pourquoi ? Si tu te mets à la place d'un directeur sportif adverse, tu as Nathan Marchand qui est sur le marché en fin de saison, donc 22-23, donc il aura 26 ans et demi. Pour moi, c'est le prime. Enfin, en tout cas, il y arrive. Au moment où tu négocies avec lui, il a une saison incroyable, 19 buts. C'est autant que sur ses 4 dernières saisons, à peu près, si j'exagère pas. Il a 20 buts sur les 4 dernières saisons. Ouais. Alors, il y a 4 ans, il avait 21 ans. T'attends pas de lui qui marque 19 buts. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est qui Nathan Marchand ? C'est lequel Nathan Marchand que tu vas engager pour la saison prochaine si tu débauches ce joueur de Fribourg ? C'est celui qui est censé faire une saison à 36 points selon les projections sur 51 matchs actuellement, ou c'est celui des saisons précédentes qui marque ses 5-6 buts par saison? C'est dur, hein. Il commence sur la 3e ligne et il monte en première ligne finalement grâce à son jeu. Oui. Donc j'aurais tendance à dire que il a répondu plus que présent et que finalement, peu importe l'alignement, il était productif dans les deux cas. Puis maintenant, j'ai envie de te dire, je suis un directeur sportif, faut que j'achète quelque chose. En gros, non mais c'est ça, faut que j'achète quelque chose. Nathan Marchand est disponible, ok, je propose X. Fribourg contre en voulant le garder. Puis il y a peut-être pas qu'un directeur sportif, il y en a plusieurs qui se disent non mais attends, Nathan Marchand c'est intéressant. Et puis on sait qu'il y a des offres débiles qui sont faites. Donc il y a bien un gars qui va faire une offre débile. Peut-être. Moi je sais pas, j'ai tendance à comparer, mais peut-être à tort, mais pour l'instant l'histoire me donne assez raison, à comparer les Fribourgeois à Fribourg comme les Zurichois à Zurich. C'est chaud d'aller arracher un Zurichois à Zurich. On en a déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast, que sauf effort financier assez important, ou, alors là c'est quand l'organisation est aussi grande que celle de Zurich, et je ne compare pas les organisations avec Fribourg, mais où lorsque l'organisation dit « bon, toi, on compte plus vraiment sur toi », là, ok, peut-être que tu peux l'arracher, mais s'il n'y a pas ça, c'est difficile derrière d'aller le choper. Ouais, moi, il a le droit de faire de l'argent aussi. Hein. Motet, qui est plus âgé, je dis pas. Là, Marchand, comme tu disais, c'était 26 ans à la fin du contrat. C'est là où je suis d'accord avec toi. C'est là où je pense que Marchand a plus de valeur, peut-être de par son âge, qu'un Kylian Motet. Je suis pas en train d'être dépréciatif envers Kylian Motet, qui il est aux Jeux Olympiques. Ça suffit à placer un joueur. Il a 41 points en 43 matchs, mais Kylian Motet, à la fin de son contrat, il aura 7 ans, mais ça va pas bouger, il va toujours avoir 7 ans de plus que Nathan Marchand, ou 6, bref, on va pas faire les maths ici, mais c'est un joueur qui est dans la trentaine. Marchand, il arrive dans son prime, comme tu l'as dit très justement avant, mais ça reste un petit pari quand même, parce qu'il a une saison à ce niveau-là, est-ce qu'il est capable c'est peut-être là où d'ailleurs, où la négociation entre son agent, le joueur évidemment, et les directeurs sportifs va être intéressante. C'est à quel moment tu négocies. Parce qu'à mon avis, l'agent va vouloir négocier le plus vite possible. Maintenant. Hein. Pour se dire, non, moi je signe 3-4 ans avec mon gaillard. Et c'est peut-être là aussi, Dubé peut faire une Dubé. Hein, en disant, écoute, moi je prends le risque... 12 ans, voilà. Moi je prends le risque de te donner une année ou deux de plus que la concurrence. C'est un peu le fait que c'est le bonus du joueur du cru pour te garder. Tiens, X fois 6 ou fois 5 en argent garanti versus 3 fois peut-être plus mais moins d'argent garanti à prendre ou à laisser. Et s'il était Saint-Ginois, je t'aurais dit que c'était bon, mais comme il n'est pas Saint-Ginois, là je vais dire... S'il était Saint-Ginois, Hubert Weber aurait vendu 2-3 voitures de plus pour les offrir à Nathan Marchand derrière. Il allait chercher des Maserati, des trucs là pour payer. Mais c'est une bonne question. La saison qu'il est en train de faire là... Parce que Valzer c'est bon, parce que Jörg c'était bon, du coup, si je dis pas de bêtises, Jörg, je ne vais pas annoncer. Et Marchand et Motet, à un moment, la question c'est est-ce que tu peux garder les deux ? Et je me dis, ne serait-ce que pour emmerder Fribourg, finalement, aussi, en prenant un
très bon joueur. Il va de soi, hein, c'est pas juste pour... Mais de te dire, bah écoute, on t'affaiblit aussi parce que tu commences à nous casser les pieds à pouvoir re-signer tous tes bons joueurs. Et puis en plus, en allant chercher des Berchi et des autres joueurs, ouais, c'est bon maintenant. Et il y a quand même un petit point qu'on oublie peut-être un peu avec la saison qu'est en train de faire Nathan Marchand. C'est son impact défensif. Et moi, quand j'avais traqué sur toute une saison les joueurs de National League sur leur impact offensif et défensif. C'est un des joueurs qui était le plus haut dans l'impact défensif. Ouais. En box-play, il est terriblement important. Il est agressif, il joue juste et ça passe presque sous le radar, mais c'est une perle ce joueur à ce niveau-là parce qu'il est offensivement, bah là il est en pleine bourre, mais il te sert vraiment dans toutes les situations. J'aurais, moi, un truc qui me parle finalement, et je repense au championnat du monde, et je me dis, mais c'est difficile hein, de l'envoyer comme ça. Mais peut-être de le prendre lors des matchs de préparation, et vu qu'on avait un peu de peine à trouver des gars qui ont ce grind justement, le fait d'être capable de jouer défensivement parce qu'il n'y avait pas Rod, parce qu'il n'y avait pas Chervet. Est-ce que Marchand, capable de marquer des points et en plus d'aller chercher, de gratter des pénalités en box-play et tout dans une équipe de Suisse qui veut un petit peu de neuf, est-ce que ça pourrait être une idée? Moi, je sais pas si je vais militer pour Marchand auprès de Patrick Fischer pour le championnat du monde, mais ça pourrait être intéressant. Puis j'ai un dernier petit truc à rajouter sur Nathan Marchand, c'est qu'en fait, il met tous ses points ou presque à 55. Ouais. Il est 6e meilleur buteur de la ligue à 55, 4e meilleur buteur de la ligue à 55 avec 15 buts. Ceux qui sont devant, c'est Olofsson, Brunner et Chervenka. Il est au même niveau que Arcobello, Kunsley et Marchand à 55. Et Stransky à 55. Ouais. Et 26 de ces 30 points ont été inscrits à 55. Et c'est impressionnant. En plus, si tu le mets en powerplay, je te laisse imaginer où tu peux gicler. Ouais, ou peut-être pas, mais... Ou peut-être pas, évidemment. Mais 26 des 30 points à 55, ça c'est quand même assez impressionnant. Alors, fin de cet épisode au long cours, épisode 22. Bon, il y avait pas mal de choses à raconter. Je pense que vous l'aurez sûrement écouté en 2 fois, c'est pas grave. D'ici la semaine prochaine, on en saura beaucoup plus sur la course au playoff ou pas, on verra. On espère en savoir beaucoup plus. Les 2 prochains épisodes, ils seront intéressants. Exactement, et on se réjouit de vivre cette fin de saison en votre compagnie. On est disponible sur tous les réseaux sociaux pour interagir, discuter, les paris notamment, débattre, paris sportifs, comme on a fait la capsule cette semaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on va mettre sur les réseaux sociaux ou pas? Bref, on est là. Et d'ici la semaine prochaine, inscrivez-vous, abonnez-vous à nos différents réseaux, nos différents canaux sur YouTube, sur Spotify, etc. Twitter, Facebook, Instagram, bref, la totale, encore une fois. On n'est toujours pas sur TikTok, mais je crois qu'on n'est pas près d'y être. Mais à part ça, on est un peu partout. Et profitez bien de cette semaine et à la semaine prochaine. À bientôt.